Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Cette fois-ci, une interview interactive. Donc, ça change un petit peu de d'habitude. D'habitude, je fais des interviews qui sont rediffusées, en tout cas diffusées directement sur YouTube. Aujourd'hui, on a l'occasion notamment de retrouver le chat. Donc, yo le chat. Je ferai passer des petits messages au fur et à mesure de l'interview. Avant de commencer, j'aimerais tout simplement te remercier pour d'avoir répondu positivement à cette interview. Je sais que tu fais très peu d'interviews. Tu m'as dit que la dernière interview était de Cryptos il y a quelques années ou Ouais, de il y a jeux de 2 ans. Il y a 2 ans, c'est donc, vrai. On ne propose pas les interviews, tu vois. je fais passer les petits messages, ça me fume. Mais voilà, en tout cas, merci d'être là. Évidemment, bon, on va pas se le cacher, Capet, c'est vraiment mon frérot. On a bâti Khan Academy ensemble, on a fait les 400 coups à l'époque de 2017-2018, et puis même avant dans le gaming. Donc Ouais. aujourd'hui, ça va être l'occasion de parler un petit peu de tout ça. Avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet, j'aimerais bien évidemment dire que c'est difficile aujourd'hui, hein. J'aimerais évidemment dire que dans cette vidéo, il n'en est en aucun cas question de conseils en investissement. En aucun cas, c'est des conseils que vous devez appliquer. Pour le coup, ça va être juste des retours d'expérience et bien évidemment l'opinion de chacun. Voilà, faites ce que vous en voulez, mais en tout cas, c'est en aucun cas un conseil financier. Aussi, du coup, aujourd'hui, on va parler avec Capet. Vous avez des interviews qui étaient peut-être plus orientées trading ou orientées peut-être builder. Là, pour le coup, Capet dans un registre un peu plus fonda, je pense un peu Ouais, plus Fonda. Et similaire puis, à Samy. on fera une parenthèse aussi sur l'historique, je pense, sur comment c'est connu, d'une part, parce que, mine de T'inquiète rien, pas, ça fait quoi? Ça fait 8 ans qu'on se connaît, facile. Donc, ouais, ça fait un moment. ça Donc fait voilà, 9 ans. Ça fait 9 ans. mec, je sais même plus dans quelle année on s'en rentré. Ça date tellement. À cette Enfin bon, époque, on utilisait Skype, voilà, pour vous dire, hein. tout technique, voilà. Et donc aujourd'hui, une interview un petit peu plus focus aussi sur le fonda, mais on aura l'occasion de parler aussi d'autres choses, notamment Yes. de ton expérience côté investissement, de ton expérience aussi en tant que builder, plus sur la partie Khan Academy, la baleine, etc. Donc, tout simplement, je pense qu'on peut commencer. Et bien pour te présenter, je te demande tout simplement âge, poids, pays, petite bio, petite description rapide de toi pour les personnes, par exemple, qui ne te connaissent pas. Avec plaisir. Bah là, je vais bientôt avoir mes 28 ans en août, donc 27 ans. Moi, je viens de la diagonale du vide, là. Je suis né près de Clermont-Ferrand, pour ceux qui sont intéressés. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, en fait, vu que je viens d'un petit patelin de la campagne, j'ai toujours été très peu entouré de gens de mon âge, on va dire, un peu renfermé sur mes jeux vidéo. J'ai commencé à bouffer des écrans à partir de l'âge de 4 ans. Et en fait, je suis resté dans cette espèce de bulle-là jusqu'à que je devienne adulte. Et après, rapidement, adulte, je suis parti vivre à Dublin en Irlande. J'ai refait un passage ensuite en France, à Nice, pendant un peu plus de 2 ans. Et là, actuellement, je suis au Luxembourg. Donc, j'ai fait quelques voyages. Tu vois, toi aussi, maintenant, tu es à Malte. Mais c'est intéressant. C'est intéressant dans une vie de jeune adulte de pouvoir voyager un peu partout en Europe et peut-être un jour à l'extérieur de l'Europe, qui sait. Du coup, pour rebondir un petit peu sur ça, d'ailleurs, moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir des expériences de vie dans d'autres pays que la France, honnêtement. Mais pour rebondir un petit peu plus sur ta vie et un petit peu sur ton profil, je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui te connaissent par la crypto, ou en tout cas qui te connaissent comme une personne qui parle de crypto. Mais il faut savoir que moi, je t'ai connu dans un tout autre registre. Et eh bien, j'aurais aimé que tu nous dises un petit peu ce que tu as fait avant la crypto. Parce que je pense Ouais. que certaines personnes l'ignorent. Et il y a tellement d'histoires qui se trament derrière ce passé avant la crypto que je pense qu'il C'est fallait clair. l'aborder. Je vais essayer d'y aller rapidement parce que là, on lit dans le chat, hein, Call of Duty, optimisation Windows, Gamers Connection, c'est des histoires. Donc, pour faire très rapidement, moi, en fait, je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 4 ans et je fais que ça. Et j'ai eu la chance d'avoir à la maison Canal Satellite avec Game One. Donc, les tout débuts des images à la télévision d'e-sport, de joueurs professionnels, de gens qui gagnent leur vie du jeu vidéo, que ce soit pour présenter du jeu vidéo ou pour jouer à des jeux vidéo à niveau professionnel, disons. Je les ai vus et c'est quelque chose qui m'a passionné depuis tout petit, depuis la CM2. Donc, en CM2, j'avais quoi? J'avais 11 ans. Et dès l'âge de 11 ans, je voulais devenir joueur professionnel. Voilà. Quand j'étais enfant,
C'était ça le rêve. Donc, je me suis focus là-dessus. Et comme tu fais pas d'études pour ça et que c'était un truc vraiment niche et complètement fou de l'extérieur, bah moi, la seule chose que je pouvais faire déjà dans un premier temps, c'était de jouer. Et ensuite est arrivé YouTube. C'est là où ça devient intéressant, c'est que YouTube, donc j'ai commencé à le consommer dès 2008 et quand j'ai regardé quelques vidéos YouTube, j'ai dit bon, là c'est bon, c'est là que ça se passe. C'est pas ailleurs, c'est là que ça se passe. Un an et demi après, j'ai découvert Justin TV, donc l'ancien nom de Twitch, qui était donc le YouTube pour du temps réel. Et là, j'ai dit tous les outils sont là. Donc, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces métiers d'influence, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook, ça se passait sur YouTube et sur Twitch. Très rapidement, j'ai essayé en fait de me faire un nom. Donc, j'avais pas le matériel pour. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je regardais les gens sur YouTube qui faisaient du contenu et j'essayais de m'en approcher. Donc, tous les gros OG du YouTube Game, je les ai connus. Pour en citer quelques-uns, Dark Funeral, Mabens, Mr. B-Boy, Diablo X9 Jojo. forcément, Wartech, Monsieur V12, je les répète, mais voilà, tous les Jojo gros aussi, non? OG. Voilà, Jojo plus tard, c'est ça. Et en fait, à cette époque-là, du tout début du YouTube Game, où il n'y avait pas de partenariat, il n'y avait pas d'argent, tu faisais 2000 vues sur YouTube, tu étais le roi du pétrole. Tout le monde se connaissait en fait. Tout le monde se connaissait et tout le monde avait les uns les autres sur Skype. Et on se faisait des Skype à 10, 15, 20 où on se partageait les tips du YouTube Game. Donc ça a été un peu la première étape. Dans le même temps, moi, je m'étais passionné pour tout ce qui était bricolage de PSP, PS3. Donc je faisais pas mal de hacks sur PSP et PS3, des émulateurs, des hacks de trophées, des hacks de Call of Duty pour les prestiges, etc. Je consommais beaucoup de contenu par rapport à Call of Duty et je faisais des tutoriels. Donc c'est là où le Capet que vous connaissez aujourd'hui, excellent, le Capet que vous connaissez aujourd'hui, c'est construit là-dessus, c'est que tu écoutes les autres, tu essaies de te démarquer parce que moi, j'avais pas l'argent pour m'acheter du matériel, etc. Donc, je faisais des petits tutos avec mon PC portable à 400 balles et ma PSP, parce qu'à l'époque, on pouvait afficher l'écran de la PSP via USB sur le PC portable. Donc, je faisais des tutos PSP, etc. Voilà. Et en fait, j'ai commencé à faire des tutos. Ensuite, la deuxième étape, ça a été donc Call of Duty, comme vous l'avez vu. Donc, comment ça s'est passé? Dans mon petit patelin vers Clermont-Ferrand, j'ai rencontré un gars, une connaissance d'une connaissance, qui était très fort sur Call of Duty. Donc, pour ceux qui suivent depuis longtemps, il s'agit de Bourrin, du coup. Et c'était un gars qui avait vraiment du niveau sur Call of et c'était le seul que je connaissais dans mon Puy-de-Dôme, quoi. Donc, on s'est joué, on s'est connus. Je lui ai fait découvrir mon univers un petit peu YouTube, tout ça. Lui, le sien. Donc, à l'époque, c'était des matchs compétitifs en recherche et destruction hardcore. Et là, Ouais, il m'a conseillé un truc de ouf. Et c'est là, en fait, que mon premier boom YouTube s'est vraiment fait. Il m'a dit, moi, Capet, tous les ans, je vais acheter Call of Duty. Donc, je fais Clermont-Paris. Je chope des Call of Duty tombés du camion à Paris. Tu sais, tu as une rue où tu n'as que des magasins de jeux, dont je crois il y en a un qui s'appelle Maxi Games. Ouais, Et je me donc, souviens. Incroyable. voilà, on allait à Maxi Games, on allait choper le Call of Duty. Et il m'a dit, on va choper le Call of Duty avant tout le monde, on va descendre. Et on va pas sortir de la maison pendant 2 semaines et on va se relayer sur le compte pour devenir premier. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas cette histoire, quand j'ai eu 16 ans, avec l'aide de ma maman, j'ai falsifié un document pour dire que j'étais malade, pour pas aller en cours pendant 2 semaines, pendant que j'étais en première. Mais Et, quelle dinguerie, gros. C'est ça que je savais et, pas. et on a joué à Call of Duty tous les deux sur son compte pendant 2 semaines. Et donc, c'était Modern Warfare 3 sur PlayStation 3. Et vous avez encore les traces sur ma chaîne YouTube et celle de ma Benz. On a été le premier Prestige 5 au monde, le deuxième Prestige 10 du monde et le premier Prestige 10 sur PS3. On était premier en victoire, premier en élimination, premier en pas C'est mal de trop, trucs. frère. Je suis mort. Et je faisais le coverage de tout ce qu'on apprenait sur le jeu en temps réel sur Twitter. Et c'est comme ça, en fait, que les gens ont commencé à me connaître, à me suivre par rapport à Call of Duty. Et je me suis fait mon petit niveau, forcément, parce que j'ai cramé le jeu. Donc, sur Play 3. Et je l'ai ensuite acheté directement sur Xbox. Et j'ai cherché direct à faire des matchs. Et c'est comme ça que j'ai connu Zyler et que j'ai connu Gotaga. Donc, en fait, c'est là que tout a commencé. C'est suite à ce gros délire où j'ai connu ces gens-là. Et aujourd'hui, bon, bah voilà, on ne présente plus Gotaga. Zyler, vous connaissez peut-être aussi, qui a toujours été très proche de Gotaga sur la scène professionnelle. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà.
pour l'histoire Call of Duty. Donc, on n'est pas du tout dans la crypto, quoi. Et On n'est qu'est-ce pas qui se du tout passe dans la après crypto. Call of? Et donc, ce qui s'est passé après Call of, voilà, il y a eu de l'e-sport, plusieurs structures e-sport, Mythix, Epsilon, etc. Donc, Epsilon qui était géré par Vitality Neo. Et dans le même temps, je me suis fait un associé. On a voulu créer un concurrent de Twitch qui s'appelait Gamers Connection, qui était une plateforme de diffusion en direct de jeux vidéo avec une stratégie e-sport. Et voilà, ça a été ma première boîte. J'ai terminé mon bac, j'ai voulu faire ça. C'était pas évident. On avait face à nous des mastodontes, hein. On avait Eclipsia, on avait Millennium, on avait Level Down de Mr. B-Boy. On avait aussi je me souviens plus du nom de cette plateforme-là, mais tu sais, des gens de la communauté Minecraft. C'était pas Milkdom ou un truc comme ça ou, Je sais plus. Je sais plus. bref, Mais un en truc tout avec cas, Milk, je voilà. crois. Ou... Bref, ouais. C'est Mais je, possible. mais je me Mais souviens d'ailleurs que il y avait Nani qui streamait sur ta plateforme à l'époque ouais. sur Gamers Connection. Il y avait pas mal d'events e-sport aussi. Donc Hmm. non, Sur Call à of. l'époque, ça faisait pas mal de bruit en francophone. Et je pense que c'est notamment aussi comme ça que bon après à l'époque Dailymotion c'était vraiment surexploité par la scène e-sport. Mais c'est Ouais, aussi comme ça que Dailymotion aussi avait mis un pas dans l'e-sport. Je pense que c'était aussi à l'époque avec Vitality avec la c'est ça. Vitality TV, etc. Gotaga qui streamait dessus. Enfin bref, c'était une époque vraiment, vraiment folle. Euh, pour rebondir un petit peu, tu disais que très tôt, tu faisais un petit peu des tutos, tu bidouillais avec ta Play, ta PSP, ton ordi, etc. J'avoue qu'il y a tout un aspect optimisation qu'on Oui. voit souvent sur tes réseaux ou même sur ton YouTube. Je pense que d'ailleurs, c'est un des types de contenu le plus proposé sur ton YouTube. C'est les tutos et les optis, ouais, c'est le contenu qui m'a fait sur YouTube. C'est ça. Et d'où te vient un petit peu cette passion de l'optimisation? Qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que je t'avoue que d'un point de vue extérieur, alors moi j'ai toujours optimisé à un petit niveau ce que je faisais, mais toi c'est un niveau de fou Hmm. furieux quoi. Donc Hmm. comment t'en es arrivé un petit peu là et je suppose que tu as aussi bâti une communauté sur ça. Il y a eu plusieurs choses. Alors déjà, il y a eu l'épisode où quand j'avais ma plateforme de stream, j'avais mon équipe e-sport sponsorisée par Topacha, avec des gens qui jouaient à niveau pro sur Battlefield 3 puis Battlefield 4 et qui savaient ce que c'était que bidouiller des PC. Donc il y avait ça. Il y avait une partie aussi encore une fois, j'avais pas beaucoup de budget. Je voulais tirer le profit maximal du matériel que j'avais à ma disposition en fonction de mon budget. C'est un peu comme du money management, hein, mais avec du matériel. Et il y avait bien sûr aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont, une frustration. Dans le sens où moi, je venais de la scène console, donc je savais ce que c'était de jouer des joueurs pros. J'ai joué du Gotha, j'ai joué du Zyler, du Broken, Broky Brox, etc., etc. La scène française, je l'ai joué. La scène européenne avec des Tomé, etc., je les ai joués. Je sais ce que c'est que de jouer du King sur console. Sur Tu Call vois, ça c'est of, une expérience de baiser parce que moi à mon petit niveau, j'ai fait des LAN. Mais de là à jouer des mecs aussi chauds, parce que à l'époque ils étaient quand même à leur prime, hein, les refs. ouais, Donc, ça doit être une expérience de ouf, hein, déjà. c'est ça. Et en fait, quand je suis arrivé sur PC, très rapidement, je jouais beaucoup avec Michael Berthaud, qui gère la marque Rocat et qui, de facto, connaissait beaucoup de joueurs de la scène PC, dont Regnam, qui était un joueur pro sur Counter-Strike Source, Kenny S, qu'on ne présente pas, un des meilleurs AWAPers pendant l'explosion de CSGO, etc. Donc, j'ai eu joué ce Kenny S. J'ai joué des monstres même si c'était en mode tranquille, et je me suis dit, mais les gars ne jouent pas au même jeu que moi. C'est-à-dire que non seulement ils visent mieux que moi, ok, j'accepte, mais ils voient des choses que je vois pas, ils comprennent des choses que je comprends pas, et je me suis dit, ok, il y a de l'expérience de jeu, mais il y a plus que ça. Il y a des trucs matériels et des trucs logiciels, je veux comprendre. Et basé sur cette frustration-là, j'ai digue, et j'ai appris certaines choses. J'ai eu aussi des conseils de la part de Regnam, de la part de Kaeli aussi, tu sais KQLY, celui qui a été ban Ban pour par cheat, Steam. mais Ouais. qui Quali, m'expliquait à l'époque qu'il y avait pas mal d'optimisation à faire dans le panneau NVIDIA. Donc tout ça, je l'ai très bien entendu. Et puis après, j'en ai fait un peu ma marque de fabrique, effectivement. Donc ça, c'est tout l'épisode gaming. Et pour la petite parenthèse, Léo, je le connais parce que justement, en fait, il m'a ajouté sur Skype, il m'avait présenté un projet à lui,
Et je me suis proposé de l'aider. Il s'est proposé de m'aider aussi par rapport à mon site de streaming. Et on est toujours resté en bon contact. Et aussi, si tu veux en parler, il y avait Yacine, notre collègue en commun, qui a fait que on a C'est toujours gardé contact, hein, finalement. En gros, on avait toujours des gens qui étaient connectés à chacun d'entre nous et enfin, on avait pas mal de relations communes. C'est Et je ça. pense que c'est un peu comme ça qu'on s'est toujours gardé de vue. Et, et je pense qu'on arrive un petit peu au moment crypto. C'est enfin, comment tu t'es un petit peu lancé dans les cryptos? Moi, je t'avoue que personnellement, alors, il y a eu ma période où il y avait le lycée, collège, où c'était une phase où, bon, j'avais un très 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 bon pote qui faisait du minage, mais un minage, enfin du minage de crypto-monnaie de merde, tu vois. Mais et nous, on était en mode, mais Ouais. attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais avec ta machine là? Tu vas pas venir nous embêter. C'est quoi tes conneries là? Ok? Mm. Ça, c'était mon premier contact avec les cryptos. Et le deuxième contact, véritable contact, je pense, que j'ai eu, c'est avec toi. C'est toi qui ont commencé à pas mal en parler sur Twitter. Et je me souviens que tu es une des personnes, je crois la personne qui m'a convaincu d'acheter du Bitcoin. Et je me Mm. souviens, je crois que tu avais fait un tweet en mode Waouh, Bitcoin qui pump de fou. Et tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Juste, j'avais été sur Coinbase, j'étais dans le métro et j'avais acheté, je crois, un ou deux BTC à l'époque. Et c'est parti de là. Et D'accord. du coup, bah, pour moi, tu es mon premier contact sérieux avec les cryptos. Donc, déjà, je te remercie pour ça. Et ouais, je voulais un petit peu savoir comment tu t'es un petit peu approprié les cryptos et comment tu l'as un petit peu diffusé aussi sur Twitter, parce que c'est un Bien point assez sûr, important. bien sûr, bien sûr. Bah déjà, c'est bien, on commence enfin à parler de crypto après 20 minutes d'interview. Non, plus sérieusement, donc moi en fait, déjà de par mon travail, quand j'étais à Dublin, donc je bossais pour UPass, j'avais des gens dans ma boîte qui me parlaient de blockchain, pas de Bitcoin, qui me parlaient de blockchain. Donc déjà, j'étais en mode blockchain, ok. Et ça revenait en boucle. Et tu sais, je les suivais sur Twitter, ils me suivaient sur Twitter. Je voyais blockchain, blockchain en boucle. Donc c'était en Dans quelle année, 2015. ouais. Mm. Ouais, 2015, tu vois. Donc, j'essaie de comprendre ça. Ensuite, mon ancien patron m'a envoyé de la documentation sur blockchain Ethereum, blockchain Bitcoin. Donc, déjà, je j'entends Bitcoin, j'entends Ethereum. Je dis, OK, il se passe des trucs. Mais ce n'était pas très clair. Ensuite, j'ai fait une connaissance, donc l'infréquentable, qui m'a qui m'a mis là-dedans. Donc, lui, il pratiquait depuis très longtemps. Et donc, il m'a expliqué les fondamentaux, le concept de ce que c'est Bitcoin, une blockchain, le fonctionnement, le mining, le trading. Aussi le fait que ça se faisait beaucoup sur le darknet, donc ça c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup aussi, mais c'était très abstrait pour moi. Il y a des messages de fou, c'est incroyable. Mais du coup, voilà, j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux cryptos et à un moment, il y a eu un déclic. C'est que moi, j'étais très sensible à Mega Upload, pour ceux qui se souviennent, un des premiers clouds. Donc, j'avais des données sur Mega Upload. Le créateur de Mega Upload, King.com, je le suivais sur Twitter, je le suivais sur YouTube. Il avait été saisi, je crois, par le FBI. Il s'était exilé en Australie. Donc, il voulait relancer Mega Upload 2 avec une logique de paiement en crypto-monnaie. Et là, je me suis dit, mais lui, c'est un ouf. Pourquoi il fait ça? Et là, je me suis dit, là, c'est bon, il faut que je comprenne. Si ça revenait trop en boucle, Bitcoin revenait trop en boucle, il fallait que ça vienne. Donc, je m'y mets, j'en achète un sur Kraken, un BTC 1000 euros. C'était vraiment fin décembre 2016. J'en parle sur Twitter et là, j'ai des abos qui me disent, mais tu sais qu'il n'y a pas que Bitcoin et Ethereum, en fait, il y a plein d'altcoins. Et là, ils m'envoient un lien jeuxvideo.com finance avec un trade sur le Nexus, qui était un altcoin du coup, qui expliquait tout. Et là, on rentrait dans des délires, c'était technique. C'était pas que de la spéculation, on parlait de concepts techniques, idéologiques, etc. Et là, j'ai halluciné. Donc, je suis allé sur le Slack, qui était la communauté de cet altcoin. Je tombe avec des Français, super accueillants. On échange et tout. Et c'est là, à partir de là, que les choses sont accélérées parce que au boulot, j'ai mon boss, mon ancien boss, qui voulait créer un stablecoin. Et dans mon petit monde à moi, en dehors du boulot, je rencontre des Français qui m'expliquent le trading, qui m'expliquent le fonda. Et on se chauffe pour créer une communauté, en fait, pour suivre les crypto-monnaies. Du coup, pour ceux qui se souviennent, la baleine. Et c'est là où tout a explosé. C'est qu'on crée la baleine. Je fais un tweet, je dis est-ce que vous avez envie d'une communauté autour des crypto-monnaies? On a pris 800 followers en 24 heures. On a halluciné. On était en mode qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que maintenant, on voit plein d'influenceurs, etc.
Mais là, on était quoi? On était en février ou mars 2017. Et il y a un engouement fou. Les Français veulent comprendre ce que c'est Bitcoin. Et du coup, on crée ce Discord et tout le monde arrive. Donc, il y en a qui me posaient la question comment j'ai connu Tonton, comment j'ai connu Ponzi du Trône. Bah, en fait, c'est eux qui sont venus sur le Discord de la baleine et la communauté s'est créée d'elle-même. Et après, les gens nous ont rejoints, tout simplement. Donc, tout a pété en 2017, en fait. Tout est venu d'un coup. Intéressement à Bitcoin, aux altcoins, création de communauté. Et Bull Run, naturellement. Et le Bull Run de 2017 qui était absolument explosif avec une mise en avant des altcoins. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que ça fait un petit peu d'être un des premiers sur Twitter en France à en parler sérieusement. Alors, on n'est jamais le premier. Il y a On n'est toujours, jamais le premier, ouais, bien sûr. Bien sûr. il y a toujours du monde qui en a parlé, etc. Moi, en tout cas, tu étais mon premier point de contact, donc c'est pour ça que je le dis de cette manière-là. Mais qu'est-ce que ça fait de parler d'un sujet que personne connaît et de devoir aussi convaincre? Parce que je pense que il y a aussi cet a priori de je sais pas ce que c'est un truc numérique, ça vaut rien, c'est quoi ce machin? Tu vois, aujourd'hui, on a déjà énormément d'a priori. J'imagine même pas à cette époque quel était un peu l'environnement. Est-ce que c'était pire qu'aujourd'hui ou c'était beaucoup plus accueillant même, par exemple? Alors, il y a un côté que je connais déjà, parce que j'ai toujours été dans des niches, hein, jeux vidéo, e-sport, tout ça. Donc, être dans une niche et être le seul à comprendre ce qui se passe, je le connaissais. Mais le problème, c'est que ça a un côté dangereux aussi. C'est que des fois, excellent, des fois, tu pètes plus haut que ton cul aussi. Il faut le dire. Tu vois, là, je le dis maintenant, j'ai 27 ans, mais tu sais, des fois, tu as l'impression que tu te sens un petit peu au-dessus des autres parce que tu comprends des choses que les autres ne comprennent pas. Et c'est aussi les dangers d'un bull run, c'est que du coup, tu te sens tellement comme un génie que heureusement que j'ai eu une éducation qui fait que je ne m'expose pas trop. Pourquoi je dis ça? Parce que pour revenir au parallèle par rapport aux jeux vidéo, combien de mecs ont vu Gotaga exploser et se sont dit je veux devenir comme Gotaga, ont arrêté les études, ont tout misé sur Call of Duty et au final n'ont pas fait carrière et se sont retrouvés à poil, quoi, sans diplôme et sans carrière, tu vois. Et dans les cryptos, c'est un peu pareil, c'est qu'à chaque bull run, tu vas avoir des mecs qui vont faire des profits, mecs et femmes, hein, on vous oublie pas, et qui derrière se disent ça va te continuer de monter à l'infini, j'ai plus besoin de travailler, alors qu'en fait quand il y a tout qui s'écrase, c'est ton petit nuage qui s'effondre. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bah, t'apprends à communiquer, mais il faut rester humble d'une certaine façon, ce qui n'est pas forcément évident, honnêtement, parce que quand tout le monde te mange dans la main, entre parenthèses, ça n'a pas été mon cas, mais je parle de manière globale. Quand tu parles de quelque chose et que tout le monde te mange dans la main, des fois, tu as du mal à garder la tête froide. Et ça, je le parle parce que je connais beaucoup de gens dans le monde de YouTube, etc., et que c'est pas forcément évident à tenir. C'est clair, hein, franchement. Déjà, excuse-moi. Déjà, le fait d'avoir de l'exposition en crypto, je sais pas, il y a des gens qui répondent à tes tweets, qui t'écoutent, qui agissent en fonction de ce que tu dis, ou même le fait d'avoir plusieurs milliers de followers, etc. Ça peut vite te faire perdre les pédales et te faire prendre pour ce que tu n'es pas. Je pense que, tu vois, même pour moi, je suis de nature à avoir En gros, c'est assez bizarre parce que moi, j'ai quand même pas mal d'ego. Mais Ouais, en même mais temps, je me remets on a tous les deux constamment en beaucoup d'ego. question. Ouais, bien sûr. Et du coup, je vois totalement ce que tu dis. Et on peut se croire un petit peu au-dessus de la mêlée, plus intelligent. Alors qu'au final, enfin, dans la communauté, il y a des gens ici qui sont très malins. Donc, je vois un Ouais, peu c'est ce clair. truc-là. Et c'est pas simple, surtout sur un sujet où, bah, tu vois, par exemple, l'optimisation ou même la crypto à l'époque, ouais, très peu de gens qui en parlent. Donc, t'es vite mis au-dessus de la mêlée et ça doit pas forcément aussi C'est être ça. simple. Bah, Encore. j'ai souhaité le mettre en avant là dans cette interview, pas pour vous dire moi je sais, moi je suis un, moi je suis Gandhi, c'est pas le message, c'est que plusieurs fois dans la vie, euh, par rapport à plusieurs concepts, ça peut être vous, votre argent sur les marchés, ou vous en tant qu'influenceur sur des réseaux sociaux, ou vous en tant que chef d'entreprise, peu importe. Il y a des moments où potentiellement vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où vous vous sentez beaucoup trop en hauteur et vous allez potentiellement vous prendre une grosse tarte dans les dents. Donc il faut faire très attention avec l'arrogance. Et d'ailleurs, on en a un exemple très récent, c'est Do Kwon avec Terra Luna,
qui a fait preuve d'une arrogance inédite et qui continue de l'être un petit peu d'ailleurs. Je pense pas que ce soit bon d'être comme ça. Mais ça nous arrive tous en réalité. On va dire que t'es vite rattrapé par tes tweets, quoi. Ouais, c'est ça. On te prend par le callback, on te ressort un tweet que t'as fait il y a 6 mois et tu te le prends en pleine gueule. Donc, tout ce qui est drama et un petit peu égo, je pense qu'on a connu à de différentes manières en tout cas. Pour revenir un peu, ouais, vas-y. Excuse-moi, j'allais dire c'est pas facile parce que d'un autre côté aussi les gens d'une certaine façon ils aiment l'arrogance et quand tu es un peu trop dans ton coin, tu te mets pas en valeur déjà d'une part et nous aujourd'hui bon bah voilà on a un média, on fait de l'influence pour notre média et pour nous-mêmes et tu es obligé de placer un curseur parce que si tu es trop dans la discrétion, bah à part si tu es un génie comme Vitalik potentiellement, tu vas avoir du mal à sortir. Donc, c'est un curseur à placer entre l'arrogance et la discrétion, je dirais. Il y a aussi le fait que bah, des fois, dans les cryptos, on se fait marcher dessus alors que c'est vraiment pas justifié. Donc, il y a aussi ce moment-là où bah, ton ego, il est en mode, mais enfin, faut arrêter Ouais, aussi. c'est pas toujours évident. Euh, Mais c'est Internet aussi. Sur Internet. Avec JVC et Discord qui, qui contrôlent un petit peu certaines parties de ce monde-là. Je voulais un petit peu revenir à la baleine. Du coup, est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que Bien c'est pour sûr. les gens? Et surtout, qu'est-ce qui en a découlé pour toi? Je suppose que ça t'a motivé à t'intéresser de plus en plus aux cryptos, aussi à partager, parce que je suppose qu'à l'époque, tu connaissais un petit peu, mais pas autant. Peut-être que ça t'a Ah motivé à oui, divulguer. Voilà, quel est ton ah oui, parcours clairement. à partir un petit peu de la baleine je pense, jusqu'au top de 2007-2018 au 20K, parce que c'est vraiment ce moment-là qui a marqué la fin d'une ère, je pense. Ouais, alors pour l'histoire, donc la baleine, c'était un compte Twitter, ça l'est toujours d'ailleurs, géré aujourd'hui par Matt et Tilt de Zone 9. Et c'est aussi un Discord, qui est à la base un Discord communautaire mélangeant fonda, tuto sur le mining et trading. Donc assez complet. On a voulu aussi mettre du développement building, mais tu vois, ça ne l'a pas fait. Donc moi, le début de la baleine, j'étais trop heureux parce qu'on était les 3 associés fondateurs, on était bien en phase. Donc moi, Jérémy et French Baleine. Et ce qui s'est passé, c'est que French Baleine, qui était le plus chaud de nous 3, il avait des études de médecine, il a mis full prio là-dessus, mais il a tellement mis la prio que le gars n'était pas là. Il était plus là du tout. Donc on a géré à 2. Moi, j'étais bouffé par le travail. Donc en fait, j'étais là, je faisais de l'influence, je ramenais des gens sur le Discord. Mais niveau modération, je n'étais pas là, je n'avais pas la force. Et donc j'avais Jérémy Limas, du coup, qui lui s'occupait de cette partie modération avec d'autres, dont Ponzi du Trône à l'époque. Enfin, il faisait pas vraiment de la modération. Il n'a jamais fait vraiment de la modération, mais il était là avec nous, on va dire. Il y avait d'autres gens à la modération, effectivement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que bah là, c'est pareil, c'est un curseur, mais différent cette fois. C'est soit on envoie plein de gens et c'est le zoo, soit on fait de la modération, mais les gens, ça les saoule et ils se cassent. Donc au début, ça a été le zoo en plein bull run. Et après, les gens qui gèrent la modération s'en sont plaints. Donc on a commencé à mettre des règles de partout. D'un coup, ça s'est calmé d'un coup. Et moi, personnellement, j'ai dit, c'est très dommage de pas trouver une solution pour automatiser parce que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent en boucle pour répondre aux gens qui se mettent au crypto, etc. Comment on peut automatiser, comment on peut guider, comment on peut potentiellement monétiser. Ils n'étaient pas chauds de monétiser. Donc j'ai eu plusieurs frustrations par rapport à ça. Et petite précision du coup sur la partie monétisation, c'est pas le propos, c'est pas de dire je voulais transformer la baleine en une cash machine. Le propos c'était de se dire et si on pouvait en vivre pour payer des gens qui font de la modération et qui ont une incentive économique à faire cette modération plutôt que de demander à tout le monde bénévolement de faire le travail, qui vont de facto ne pas faire tôt ou tard parce que ça va les saouler de le faire bénévolement et ça je le savais au profond de moi et donc du coup bah, c'est un peu ce qui s'est passé quoi. Pendant le bull run tout le monde était à bloc et puis pendant le bear vu qu'il n'y avait pas de monétisation c'était pas trop ça. Donc moi c'est mon point de vue. Si vous demandez à Matt de Zone 9 il aura peut-être un autre point de vue. Limas qui a cofondé la baleine avec moi, je pense qu'il sera assez d'accord avec moi là-dessus. Et French Baleine, bah, il est revenu comme une fleur en fin de bull run de 2017 en mode vas-y, on fait de la monétisation. On lui a dit bah gros, t'étais pas là, t'as pas été là de l'année, donc tu peux pas dire moi je l'ai fondé,
disparaître et revenir quand on a tout créé de toutes pièces et dire ouais les gars on fait des trucs. Non, ça peut pas se passer comme ça, tu vois. Et Jérémy, mon associé sur la baleine, lui a encore mieux fait comprendre que moi. Parce que moi, j'étais plutôt du genre à dire il est là, il faut qu'il soit là, alors que Jérémy, il était en mode ouais, mais non, il n'est pas là. Donc c'est ton pote, ok, oui, il l'a créé avec toi, enfin avec nous, ok, mais il n'est pas là. Donc c'était un peu compliqué. Et du coup, à partir de là, je suppose que tu as aussi pas mal digué. Enfin, du coup, tu parlais de 2000, enfin, début 2018. Est-ce que du 2017, coup, 2018, tu ouais. étais toujours impliqué dans la baleine à ce moment-là? Est-ce que tu as continué à t'impliquer dans les cryptos? Je crois que tu avais fait une pause à un moment. Hmm. Comment ça s'est Alors, passé à partir du top des 20 000 $? Parce que je pense que ouais, véritablement, c'est un moment qui a changer l'écosystème parce que, en fait, jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui étaient dans l'écosystème, c'était des putains d'OG, tu vois, pour être entré en 2015, 2016, enfin, fallait y aller. Et là, on se retrouve à être beaucoup à rentrer dans le marché et à se prendre cette claque où Bitcoin passe de hmm. 20 000 $ à 6 000 $, puis à 3 000 $. Alors, en fait, si tu veux, sur mon bull run précédent, le pécunier, j'en avais tellement rien à cirer que j'étais focalisé sur le Fonda. Et ma petite déception sur le bull run de 2017, c'est qu'il y avait quasiment personne, dans mon réseau en tout cas, qui s'intéressait au Fonda. C'était full trading, spéculation, trading, spéculation. Et moi, ça me saoulait terriblement. Donc, du coup, dans le peu qui s'intéressait au Fonda, bah, il y avait Ponzi du Trône naturellement, il y en avait d'autres aussi. Mais du coup, moi, la baleine, je prenais progressivement mes distances parce que sur le Discord, il n'y avait personne par rapport au Fonda. Quand je faisais des meet-up crypto à Nice, c'était compliqué aussi de parler de Fonda un petit peu avancé, disons les choses comme ça. Je connaissais pas de builder, etc. Donc, j'étais pas dégoûté dans le sens où je perdais de l'argent, le bull run est tombé. Parce que moi, les convictions vis-à-vis du marché crypto, elles ont toujours été là. Toi aussi, d'ailleurs. Hmm. Elles étaient plutôt en mode mais en fait, les gens, tu leur mets un caca plaqué or tokenisé sur un marché, ils l'achètent, tu vois. Et Ouais. c'était un peu ça la tristesse du truc. Alors qu'aujourd'hui, sur ce bull run, on a quand même une scène française qui s'est professionnalisée. Même des gens qui sont dans les cryptos depuis 6 mois, un an, bah, soit ils le disent clairement, je suis trader, spéculateur, mais il y en a plein qui se sont passionnés pour le fonda. Et si ça avait pu se passer sur le bull run précédent, ça aurait été vraiment cool. Et à ce moment-là, on ne connaissait pas très bien, du moins, j'étais pas très proche de Cryptos, j'étais pas très proche de Journal du Coin, etc. Donc j'étais un peu dans mon coin à ce niveau-là. Ok. Et du coup, d'ailleurs, je crois que c'est en 2018 ou fin 2017 où on avait un petit peu l'idée de monter un média. Ouais. Je pense que à cette époque-là, le projet était, enfin, l'idée et tout ce qu'il y avait derrière n'était pas assez mature. Enfin, on n'avait pas Mm. lancé quoi que ce soit, mais c'est juste, je pense que l'idée germait au fond de nos têtes. Et puis au final, ça s'est fait en 2021. Mm. Euh, pour revenir un petit peu à maintenant et toujours parler fonda, euh, qu'est-ce que tu digues? Comment tu le digues? Comment tu t'y prends? Quelle est un petit peu ta méthodologie pour faire de l'analyse fondamentale? Comment tu te renseignes sur les projets qui arrivent sur le marché? Parce que ouais, on te voit souvent parler de fonda et des fois tu nous parles de projets. Mais Mm. voilà, d'où est-ce que tu sources ça en fait? Genre à quel moment tu trouves ces projets et comment tu les digues pour derrière en parler peut-être publiquement? Alors, je dirais que la méthodologie de 2017, elle était du bull run précédent, elle était meilleure que sur ce bull run-là. Enfin, elle est différente. En 2017, je prenais tout ce qui me passait sous la main, que ce soit des coins listés dans le top 100, dans le top 200, ce que je voyais sur Internet, ce dont on me parlait en bouche à oreille, et je lisais les white papers, ou je lisais les réseaux sociaux. Donc, il y avait des infos très pertinentes, des infos pas du tout pertinentes. C'était un mélange de tout, mais il fallait bien partir de quelque chose. Il y avait je dirais, 10 ans de crypto-monnaie à rattraper. Donc, tu démarres par quelque chose. Voilà. Ensuite, je dirais que fin 2020, début 2021, je me suis reposé sur mes acquis de 2017, 2018, 2019. Et on a créé ce Media Coin Academy. Je suis parti dans une direction différente qui est de
on va se concentrer sur le média, on va trouver des rédacteurs, on va payer des gens, on va les envoyer sur des sujets qui nous semblent pertinents et du coup, on va pouvoir lire leurs écrits et si les projets sont des vrais bangers, on va digue un peu plus. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, le côté bien, c'est que je peux avoir plein de projets à ma disposition et donner des travaux différents à plein de rédacteurs et avoir des écrits à peu près sur tout. Le côté moins bien, c'est que du coup, moi, personnellement, je ne lis quasiment plus de white paper, de documentation, de médium, etc. Il y a une espèce de fainéantise qui se fait et des fois, c'est bien de se forger son propre avis et de bouffer un projet. Mais il y en a tellement que, là encore, une fois, c'est difficile. Mais le temps, ça se Ok. trouve. Et du coup, pour la partie fonda, on parlait un petit peu de tes méthodologies pour Dig. Est-ce qu'il y a des outils ou des choses que toi tu recommandes pour, par exemple, se mettre au Hmm. fonda? Je sais, bon, évidemment, il y a qu'une académie, mais pour un petit peu ceux, par exemple, qui sont plus sur la partie spéculation et qui ont envie un petit peu de passer de l'autre côté, peut-être analyser un peu plus fondamentalement les projets pour peut-être avoir, on va dire, une approche un peu plus d'investissement que véritablement de spéculation court terme. Voilà, est-ce que tu as des choses à recommander pour Ouais, les gens qui nous bien regardent? sûr. Alors, en fait, c'est comme tout quand tu veux apprendre quelque chose, apprendre un langage ou langage de programmation, apprendre à faire une nouvelle activité, etc. Faut de la motivation, faut du temps. Et le temps, ça se trouve. Parce que quand on s'écoute, à cause du travail, à cause de ci, à cause de ça, on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps. Le temps, ça se trouve. Donc ça, c'est la première chose. C'est que tu fais un sacrifice, tu coupes certaines activités pour d'autres activités. Voilà. Donc, essayer d'avoir l'esprit clair avec du sport, des trucs comme ça, après le travail, par exemple. Genre, tu fais... Ça, c'est très important, hein, j'insiste là-dessus. Si tu as un taf, 8h, 18h, peu importe, tu sors du taf, tu fais du sport ou tu manges et puis tu fais du sport, mais tu trouves un break qui te vide la tête et ensuite, le peu d'heures qui te restent, tu vas lire des white papers, tu vas écouter des vidéos YouTube, tu vas écouter des streams Twitch, tu vas prendre des notes en même temps parce qu'il y a tellement de choses qui viennent à toi que si tu prends pas de notes en même temps, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Et tu te fixes cet objectif-là. Et je pense que c'est le plus important parce que si tu passes du coq à l'âne tout le temps, tu vas jamais rien faire de ta vie, quoi. Et le truc, c'est que je pense qu'on a tous un moment dans notre vie où on se laisse un petit peu vivre. Voilà, on taffe, le salaire il tombe, donc on va jouer. Il y en a, ils vont fumer des joints, il y en a, ils vont aller boire des canons, des trucs comme ça. Mais si tu aspires à quelque chose, il faut juste faire le sacrifice de tout ça plusieurs jours dans ta semaine pour te mettre au travail, tout simplement, avec de la prise Ok. de notes. Pour continuer sur le fonda, je voulais savoir un petit peu quelles étaient les dernières tendances que tu as suivies de près. Bon, on nous parle de plein de choses, on nous parle de NFT, de Play to Earn, de DeFi, de Metaverse. Mm. Voilà, quelle claque tu t'es pris? Peut-être des tendances qui t'ont touché plus que d'autres. Mm. Et voilà, quelles sont tes appréciations sur ça? On a aussi le gaming qui est arrivé. J'aimerais en parler un peu plus en détail juste après, mais voilà, qu'est-ce qui t'a touché? Est-ce que c'est les work to earn? Est-ce que c'est les move to earn? Est-ce que c'est les sex to earn? Est-ce que c'est les drink to earn? Est-ce que c'est... Mm. En fait, j'ai toujours des périodes, des modes, tu vois. Genre en 2017, c'était les Ethereum killers, donc des Ethereum, enfin des blockchains qui gèrent des smart contracts qui sont plus performantes, déjà. Axe- Axé sur la performance, les frais de transaction. Donc la capacité à éponger de la transaction, à faire des transactions rapides pour faire du temps réel, parce que c'est ce que vont demander des grandes entreprises, type GAFAM, etc. Donc ça, et c'est encore le sujet d'aujourd'hui d'ailleurs, on n'a pas le Layer One qui est rapide, pas cher, peut accueillir 1 milliard d'utilisateurs, Décentralisé, hein. voilà, décentralisé, on n'a pas tout ça. Bon. Donc ça, c'est toujours le thème. Tu Ensuite, il y a penses que les c'est un usages. avenir ou pas? Juste pour finir sur ça. Tu Oui, penses à un oui, avenir ou est-ce que oui, bien sûr. Ethereum, par exemple, arrivera à résoudre tous ces problèmes d'un coup de baguette magique? Tu sais, c'est un dilemme. Tu as l'approche monolithique type Solana où on essaie de faire des choses
entre parenthèses simples, tu vois, Solana, il n'y a pas de layer 2, il n'y a pas de sharding, il n'y a pas tout ça. Tu utilises Solana et j'allais dire ça marche, mais en ce moment, ce n'est pas le cas. Mais c'était l'approche de base, tu vois. Mm. Et ensuite, tu as l'approche modulaire type, Celestia, Ethereum, etc., où tu empiles des briques les unes au-dessus de les autres. Et tu essaies de faire en sorte que la problématique technique, ergonomique ne se voit pas. Sauf que pour le moment, tu vois, quand tu as des actifs sur Ethereum et que tu voulais passer par un layer 2, il faut que ce soit bridgé, tu vas galérer. C'est tentant, Il y a hein, des n'est-ce petits pas? comiques dans le chat. Je sais pas pourquoi ils sont autant accro à ces dates. Mais du coup, bien sûr que c'est un avenir. C'est-à-dire que Ethereum a choisi l'approche modulaire. Si demain on arrive à avoir une approche monolithique qui coche toutes les cases, performance, décentralisation, etc., bah, ce Je serait pense le que c'est top. véritablement achievable, enfin, euh, Je pense pas. réaliste que ça arrive ou est-ce il manquera toujours un truc? Tu sais, Ouais, genre, je pense c'est quoi? pas. C'est la vitesse, le prix, le La prix et sécurité et la la décentralisation. centralité, ouais, c'est ça. Donc, C'est ça. avoir les trois, c'est un peu. Mais tu vois, c'est comme si on devait parler d'Internet, tu as un serveur, donc tu as les Mm, DNS, tu as les noms de domaine, ensuite tu as des trucs qui vont être spécialisés dans l'hosting CPU, l'hosting à froid, de quantité de données, de base de données. En fait, tu as plein de briques qui s'empilent mm. pour faire un site Internet ou une application. Donc toi, en tant qu'utilisateur, tu as une application, mais en back, tu as je ne sais combien de briques. Et je pense que ce sera toujours comme ça. Mm. Mais à l'époque, je sais pas si tu te souviens, vers 2017, 2018, 2019, enfin à l'époque des ICO, etc. Tu sais, on nous rabâchait tout le temps. Alors oui, c'est le futur, ça va être comme Internet, ça va être développé par briques, etc. À l'époque, j'ai Mm. l'impression que c'était du bullshit et j'ai l'impression que le marché est arrivé un petit peu à maturité et on commence à voir ce genre de choses se dessiner avec les oracles, les Layer One, Mm. euh, les noms de domaine, le hosting En décentralisé. fait, En fait, ça prend vraiment sens parce qu'à l'époque, c'était surtout du théorique. Et puis maintenant, on commence véritablement à toucher ces choses-là concrètement, quoi. En fait, ce qu'il faut pas avec une approche, donc on va dire modulaire, c'est de te mettre dans une situation où tu crées quelque chose, ça devienne une machine à gaz et le jour où tu dois le remplacer, tu es dans le caca. Mm, mm. C'est-à-dire que si on a des briques pour tout plein de choses qui sont bien documentées, bien compréhensibles, open source, bah, à chaque fois qu'on a besoin de remplacer une brique, bah, on la dégage et on en met une autre à la place. Et c'est ce que Ethereum 2.0 tend à faire, hein, de ce que nous disait Abdel l'autre fois dans une interview. C'est l'approche monolithique et pas monolithique, justement. Enfin, ça a rien à voir. C'est comme, tu sais, Je suis vraiment pas le gars du fonda, c'est jamais non, disclaimer. non, mais il y a pas de souci. Par exemple, tu vois, tu as un processeur de paiement, imaginons, et tu veux faire vraiment l'outil de paiement ultime. Tu veux du QR code, mais tu veux aussi proposer de la carte, tu veux proposer du PayPal, du ci, du ça. Donc, en fait, à chaque fois, plus tu vas dans la complexité technique et plus tu te dis, OK, donc si je veux tout le réseau bancaire, il faut que je bosse avec la BNP, la Société Générale, la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, machin. Donc, il faut les API individuelles de toutes ces banques pour ensuite proposer une espèce de super API, de l'open Mhm. banking par exemple, pour avoir un truc. Ensuite, tu veux PayPal, tu veux Skrill, tu veux machin, truc, bidule. Et en fait, tout ça, c'est des briques. Donc, ce que tu veux, c'est toi, idéalement, ensuite dire, bah moi, j'intègre tout le monde. Donc, quand tu passes par moi, tu as tout le monde. Moi, je me suis pris la tête pour que toi, tu ne te prennes pas la tête, tu vois. Et dans la blockchain, c'est pareil. C'est de dire, bon, bah, si aujourd'hui, tu as un site Internet qui fait une certaine chose et qui utilise des services centralisés, ça peut être Amazon AWS, ça peut être autre chose, et bah, pour qu'une solution Web3 vienne la remplacer, il faut qu'elle fasse au moins aussi bien, en plus de proposer la décentralisation. Parce que le seul argument de la décentralisation risque de ne pas suffire. Donc c'est ça en fait l'histoire de monolithique, pas monolithique, c'est que on essaie de faire en sorte qu'on puisse le plus facilement possible interconnecter des briques entre elles sans créer des nouvelles problématiques d'ergonomie ou de sécurité ou de centralisation, par exemple. On- Je pense que cette année, ça a été un peu l'année des NFT et du métaverse. Ouais. Euh, Est-ce que tu crois au métaverse? Est-ce que c'est quelque chose qui va véritablement arriver? Est-ce que on l'a déjà sous nos yeux d'une certaine manière? À quel point c'est du bullshit?
ou quelque chose auquel tu crois dur comme fer? Alors moi, j'y crois dur comme fer. J'y crois dur comme fer. En fait, tu vois, YouTube, c'est un produit, s'il n'avait pas été inventé par une personne, il aurait été inventé par une autre parce que c'était quelque chose d'absolument évident. Twitch, c'est pareil. Le métaverse, c'est le niveau suivant de l'interaction et du divertissement pour les hommes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va plus loin que on interagit avec un écran. On est dans l'environnement de divertissement. On est dedans et on interagit avec les autres. Donc, naturellement, que j'y crois dur comme fer. C'est juste que on va avoir plusieurs étapes. Pour moi, le métaverse le plus réussi aujourd'hui, c'est Fortnite. Parce que Fortnite, c'est pas ma génération. Moi, c'est génération Call of. Mais pour la nouvelle génération, c'est tu rentres de cours. C'est même pas j'ouvre Discord ou Skype. C'est on va sur Fortnite, on parle Est-ce sur que c'est pas Fortnite, on va GTA? sur la carte. GTA aussi, bien sûr. Mais c'est ça, en Tu sais fait, que l'expérience GTA RP, je métaverse. me dis, c'est la définition d'un métaverse, non, GTA RP en soi. Bah ouais, mais bien sûr. Tu fais des univers, tu crées des gameplays, tu crées des environnements où les gens peuvent échanger à l'écrit, à l'oral. Euh, Bientôt avec une couche de monétisation. C'est pour ça qu'on entend parler d'un GTA 6 avec potentiellement une logique de paiement in-game, NFT, etc. Parce que c'est sûr. C'est sûr. Fortnite, c'est pareil. Bon, là, c'est leur money in-game à eux. C'est un circuit fermé, mais si on arrive à faire la même chose en circuit ouvert, c'est la folie. Les concerts de Travis Scott, etc. sur Ouais. Fortnite, c'est clairement une première expérience dans ce sens-là. Après, je pense que là où autant on peut croire dans le métaverse, autant tout ce qui est autour de la blockchain et brandé comme métaverse est globalement merdique actuellement, non? C'est compliqué. Bah, en fait, le problème, c'est que ça s'invente pas. Enfin, si, ça s'invente, mais ce que je veux dire, c'est que faut trouver la bonne recette et que c'est naturellement beaucoup plus simple quand tu es milliardaire, multimilliardaire. On voit Facebook qui essaie de le faire, hein, qui ont rebrand en Meta, qui ont acheté Oculus Rift, qui propose un casque Oculus Quest 2 qui est absolument extraordinaire pour des frais qui sont assez bas, ce qui est déjà fou, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont le réseau social, ils ont le casque, ils ont la couche logicielle qui va avec le casque, donc les SDK, API et compagnie pour interagir, créer de la valeur. Donc ils ont beaucoup de choses en réalité Meta à leur disposition. Mm. Donc, si tu veux faire une expérience métaverse complète, Est-ce qu'ils sont pas détestés et que, du coup ça fera jamais que le produit va prendre, tu vois? C'est un peu comme, je sais pas comment dire. Genre t'es toujours en opposition, je sais pas, à ton prof hmm, ou tes parents, genre en gros t'es toujours en mode, bah, genre t'as envie de leur dire, de leur prouver le contraire. Et là, peu importe ce que Meta offrira, tout le monde trouvera une solution pour ne pas l'utiliser, pour ne pas rentrer dans le jeu de Facebook, pour peut-être se la hmm. jouer, mais ça c'est trop Web 2, Bah, c'est faut pas Web juste que le 3. produit soit suffisamment convenable. Tu vois, je vais avoir un autre exemple. Les hommes politiques sont détestés. Pourtant, tout le monde va voter. Visiblement, tout le monde a besoin d'un gouvernement parce que si les gens détestaient autant les politiques, tout s'effondrerait et jusqu'à preuve du contraire, tout tient. Tu vois. Donc, il y a une volonté de tout ça. Et pour moi, Meta, c'est pareil. C'est s'il faut un produit qui est de la frappe, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu tu t'amuses, tu crées de la valeur, tu monétises via de la publicité ou via des produits, machin. Donc tu crées de l'emploi, bah c'est bon. En fait, ce qui a fait que Facebook est monté en flèche, c'est qu'ils ont permis aux gens de se connecter, ils ont permis aux gens de vendre facilement, parce que franchement, Facebook Ads, c'est Mm. surpuissant. Maintenant, beaucoup moins, mais ça a été surpuissant très longtemps. Google, c'est pareil, hein, c'est de la pub. À partir du moment où tu mets à disposition des outils qui permettent de gagner de l'argent, Twitch en est un superbe exemple, les gens vont y aller. Donc, s'il faut un métaverse où il y a un superbe effet de réseau parce que tout le monde a un Insta, un Facebook, un WhatsApp, peu importe, et que il y a du divertissement et du fric à se faire, t'inquiète pas que les gens, très rapidement, le côté détestable, ils vont vite l'oublier. Pour enchaîner sur les tendances aussi, je pense qu'il y a évidemment le sujet des NFT qui revient. J'étais quelqu'un de très sceptique
Ouais, plutôt moi aussi. négatif au début sur les NFT. D'ailleurs, c'est tellement loin et j'ai tellement été matrixé depuis que j'ai l'impression que enfin, cette période n'a jamais existé. Mais il y a eu un Picsou qui disait que c'était de la merde. Hmm. Euh, je pense que toi aussi. Euh, Comment tu as pris un petit peu cette tendance? Premier point. Et le deuxième point qui est pour moi le plus important, comment tu passes d'être quelqu'un de sceptique ou négatif Hmm. à quelqu'un peut-être plus enjoué sur ce genre de technologie? Parce que il y a encore beaucoup de gens qui sont, alors je sais pas s'ils sont dans le déni ou si juste ils adhèrent pas et que c'est pas leur valeur, quoi, mais Hmm. voilà. Bah, en fait, le sous-jacent technologique, je l'ai toujours aimé. C'est comme tout, l'utilisation qui en a été faite, bon, bah, c'était un peu comme la bulle ICO, hein, tout le monde y va, crée son projet, essaie de se ramasser un peu de pognon. Mais le retournement de veste s'est fait à partir du moment où j'ai vraiment compris qu'un NFT, au-delà du JPEG, c'était une représentation de toi, bon, sur Internet, ok, mais surtout dans un métaverse, quoi. Dans un univers virtuel, disons. À partir du moment où tu as un jeu, c'est que C'est comme un skin un, CSGO au final. voilà, un jeu ultra multijoueur qui sera peut-être un jour à la hauteur d'un Fortnite, d'un League of Legends ou d'un Counter-Strike ou d'un Call of Duty. Voilà, donc vraiment un mass market multijoueur, donc avec casse virtuelle ou pas, on s'en fout. Et que tu vas avoir des objets qui seront uniques et qui ne seront pas forcément chers, mais juste il faudra avoir accompli un quelque chose pour obtenir cet objet. Ensuite, tu pourras le montrer, tu pourras flexer. C'est un peu comme quand tu es niveau maximum dans World of Warcraft, tu te la racles. Quand tu as du stuff T3, tu te la racles. Bah là, c'est pareil. C'est le digital flex et on peut faire une petite parenthèse là-dessus. Moi, il faut savoir, quand j'ai eu 18 ans, 17 ans, 18 ans, je payais mon loyer en vendant des hacks sur Call of Duty et des Je me hacks trophées. souviens, avec les Donc, Halopass, donc le etc. principe, c'était quoi pour ceux qui nous écoutent? C'était au lieu de jouer 600 heures à un jeu pour tout débloquer dans le jeu, les armes, les accessoires, les trucs comme ça, parce que c'est pas quelque chose que tu débloquais en achetant dans le jeu, ça n'existait pas. Il fallait jouer. Bah moi, en fait, avec quelques clics, je te débloquais tout, je le synchronisais au serveur, ensuite tu revenais sur ton compte et tu avais tout. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que tu fais ça, tu as quelques problématiques. Mais bon, on C'est était le même jeunes, genre de c'était flex au final. mais c'est exactement la même chose. Les T'achètes un gens, flex, t'achètes un moyen d'être identifié d'une telle manière dans une communauté. c'est Et ça. pour le coup, il y a les Bored Ape dans la communauté crypto. Tout le monde sait que globalement, les gens qui ont des Bored Ape, c'est des gens qui sont en général bien placés, c'est des gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui ont un réseau. Bref, C'est il y a ça. toute une image autour de ça. Là, pour le coup, les hacks, c'était ah bah, c'est quelqu'un qui a poncé le jeu, qui est chaud, qui est Ouais, crédible. parce qu'ils ne savaient pas que derrière, il avait payé pour Ouais, avoir bien tout sûr. débloqué. Mais tu vois, Jusqu'au moment où tout le monde a pu hacker et tout le monde était Prestige 10 dans le lobby, quoi. c'est comme le sac Louis Vuitton, c'est comme les sneakers, c'est comme la Rolex au poignet, c'est des signes extérieurs de richesse ou simplement un besoin d'appartenance. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'on est humain, en fait. Donc, c'est un marché que si j'avais pas eu ce passif de vendeur de hacks sur Call of Duty, je le comprenais pas. Je comprendrais pas. Et j'ai aussi vendu naturellement des hacks sur GTA 5 sur PS3 pour tout débloquer, l'appareil, être pété de thunes, etc. Et donc, du coup, comment dire? D'ailleurs, je dis beaucoup ça. Un jour, je vais avoir un petit courrier de Rockstar ou d'Activision. Je vais devoir. Non, je rigole. Bon, de toute façon, j'étais gamin. Non, mais j'avais des gens qui créaient un compte, venaient me voir, payaient. Comme sur PlayStation, tu peux pas changer de pseudo. Bah, dès qu'ils changeaient de team, dès qu'ils changeaient de pseudo, ils recréaient un compte, ils revenaient me voir et ils repayaient. Et j'avais des gens qui venaient 10 fois, 15 fois, 20 fois. C'était un truc de ouf. Et j'étais en mode, mais tu kiffes en fait? Il me dit, ouais, t'inquiète, franchement, moi je m'en fous et tout. Moi je passe ma vie sur ce jeu, c'est mon plaisir, je suis ok, je paye, tu vois. Et c'est ça en fait, c'est comme tu passes ta vie sur Counter-Strike, bah, peut-être que tu as envie d'avoir un couteau à 150 balles, tu vas le voir pendant des milliers d'heures, donc tu es ok de mettre l'argent, tu vois. Clairement. Euh, pour enchaîner sur une autre tendance, le gaming, moi j'ai une Ouais. réflexion que je pose un petit peu là. Bon, ça va de pair un peu avec le play to earn, je pense, mais est-ce que le gaming lié à la crypto,
c'est pas, en tout cas popularisé, c'est pas voué à être constamment des Ponzinomics. C'est-à-dire que, C'est compliqué ça. genre en mode, le jeu, il te reward, et il y a tellement d'émissions de tokens et tellement peu de rareté dans le supply que il y a tellement enfin, il y a tellement d'offres et que la demande ne suit pas et que au final, c'est que des courbes qui finissent à moins 90, moins 95, moins 99%, comme on peut le voir aujourd'hui ou comme on peut l'imaginer dans quelques mois pour certains projets existants. Bah en fait, j'ai envie de te dire qu'on en revient toujours à un fondamental basique qui est la monnaie, c'est la confiance, quoi. Tu peux certifier la valeur de quelque chose. Je suis choqué de ce qu'il a dit là, mais Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Ah, il veut un Fortnite, il veut un Call of, un truc où on est vraiment multijoueur, où tu as plein d'images par seconde, des graphismes de fou, du gameplay qui nécessite du skill, on va dire, etc. Alors, je dis pas qu'il n'y aura pas de skill sur Ori, tu vois, mais c'est comme tu vas demander à un joueur Counter-Strike qu'est-ce que tu penses d'Hearthstone. Il y a moyen qu'ils te disent, bon, ton jeu de cartes, m'en parle pas, tu j'ai vois. Et, parlé de Hearthstone. Pour moi, c'est ce qu'il est, Hearthstone, et non? pourtant, Hearthstone, c'est du skill, même s'il y a une part de hasard, bien entendu, mais voilà, Encore on Ori, il n'y a pas s'entend. véritablement de part de hasard. Non, je pense que c'est du pur skill, mais comme c'est un jeu en tour par tour, les gens ont peut-être pas encore saisi toutes les mécaniques de jeu, mais je pense qu'il y a des mécaniques qui sont extrêmement intéressantes. Mais c'est Ouais. sûr que c'est pas comme Counter-Strike ou COD, où vas-y les gars, on exec à 1 minute 30, on envoie des flashs, on met des smokes, tu traverses la smoke, tu l'attaques CT, tu vois, t'es pas dans l'instantané, communication en micro et tout. Donc c'est sûr que c'est des délires qui sont différents. Même dans World of Warcraft, hein, quand tu fais un raid, tout le monde se parle par rapport au Du coup, boss. ça, tu y crois ou pas? Genre des jeux populaires qui sont Ouais, pas dans une dynamique de constamment donner du earn, quoi. et alors, en fait, le problème, c'est que soit le jeu peut avoir un bout d'économie, mais s'appuie sur un jeton qui n'est pas le sien, type Ethereum, en disant, bon, bah voilà, moi, je me sens pas légitime, je pense qu'Ethereum, c'est la monnaie de mon jeu, mais je peux mettre en place des mécanismes qui permettent de gagner des Ethers si je joue mieux que les autres, par exemple. Tu vois. Soit tu crées ta propre économie, et à partir de là, c'est qu'un climat de confiance, et donc potentiellement, ça peut être jugé comme un Ponzi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la confiance n'est plus là, ça s'explose. Voilà. Et c'est ce qu'on a vu avec Terra Luna et UST, c'est qu'à un moment donné, ça a dépeg et qu'il y a eu un consensus général pour appuyer sur le bouton short et le foutre à zéro. Et il est parti à zéro. Non, mais tu vois, c'est ça qui s'est passé. Tandis que Quelle folie, hein. Quelle sur des folie. marchés centralisés et régulés, bon, bah, si ça part en sucette, on coupe les carnets d'ordre, on coupe tout. Voilà. Et on dit, il y a une garantie, c'est le sceau de l'État, c'est les actifs de l'État, le patrimoine, patati, patata, mais ça reste un climat de confiance. Tu vois, dans cette même dynamique, pour enchaîner vite fait sur une autre tendance, par exemple la DeFi, Mm. moi, la DeFi, je te donne mon opinion et justement, je voulais avoir ton ressenti Ouais, là-dessus. avec plaisir. C'est que, en fait, on est constamment dans soit j'ai un tout petit peu de yield et à ce moment-là, ça n'a quasiment peu d'intérêt parce que je prends du risque pour au final avoir pas grand-chose. Mm. Soit je prends beaucoup de yield et c'est en général très risqué. Historiquement, des protocoles qui ne se font jamais hacker, il n'y a pas non plus Compliqué, hein. qui courent les rues, tu vois. Mm. Et avec tout ce qui se passe, etc., je trouve ça extrêmement difficile de garder de la confiance dans la DeFi, y compris et surtout pour les projets naissants. Comment, toi, tu vois un petit peu la chose se développer, ou en tout cas la DeFi dans le futur? Parce qu'au final, Ouais. tu sais, toute l'industrie financière actuelle traditionnelle, elle est centralisée. Alors, je connais pas du tout les risques, mais ça a l'air plus safe. Et même pour un yield qui est faible ou un peu plus élevé. Ouais, mais en Donc, fait, les mécanismes sont pas les mêmes. C'est que dans le monde réel, le principe d'une banque, c'est qu'elle va t'aider à lever des fonds pour un projet qui va créer de la valeur. Et donc, elle est prête à imprimer de la monnaie, parce que quand elle te prête de l'argent, derrière, c'est de la création de monnaie hein, qui est faite, pour la valeur qui va être créée derrière. C'est une anticipation. Tandis que nous, disons qu'on va beaucoup plus vite et qu'on est plus on est dans l'ultra planche à billets dans la DeFi. C'est-à-dire que si c'était des logiques qu'on répétait en mode, bah, au lieu que ce soit tous les VC qui achètent un jeton, on lève des fonds et ensuite ça bide le projet, bah, plutôt
une logique, on va dire, un peu plus communautaire où presque il n'y a pas de VC. La banque, c'est la DeFi. Il y a un projet qui est pitché, type Launchpad. Les gens mettent de la caillasse et on imprime de la monnaie. Enfin, on essaie de créer des mécanismes de création de valeur. On en reviendrait un petit peu au système traditionnel. C'est juste que, en fait, aujourd'hui, c'est aussi très très simple de créer un projet, de l'envoyer sur la blockchain, d'en faire un peu le marketing. Il y a des gens qui vont l'acheter, Faire des en sous, tout cas hein. en bull run. Ouais, après, c'est plus facile en bull run. Mais tu vois, dès qu'on est en bull run, on rabaisse progressivement notre vigilance. Tu vois, on va de plus en plus dans les alts, on va de plus en plus dans les petites caps, dans les projets dégènes, etc. Parce qu'on se dit, c'est la ruée vers l'or et tout le monde est dans cette euphorie-là. Et puis, dès que ça commence à chuter et qu'on commence à encaisser des pertes, bah là, ça calme tout le monde, en fait. Donc, d'une certaine façon, en bull run, on devient totalement déconnecté de la réalité. Et dès que tout se pète la gueule, on redevient les pieds sur terre, d'une certaine façon. Alors que dans le monde réel, bah, y a plein de mécaniques différentes qui te font garder les pieds sur terre. Aujourd'hui, quels sont les projets, ou en tout cas ce qui te passionne dans le Fonda? Qu'est-ce qui pour toi, fait énormément de sens par Hmm. rapport à tout ce que tu peux voir et dans lequel tu crois à horizon 2-3 ans, ce qui est absolument énorme en crypto. Voilà, qui te donne envie de diguer ou en tout cas envie de croire à quelque chose en ce moment? Alors, déjà, auquel je crois, bah, naturellement, Bitcoin et son utilité en tant en tant que monnaie Web3, on va dire. Donc, il y en a qui disent que ce n'est pas une monnaie, d'autres qui disent que si. Bon, force est de constater qu'il s'en sort bien en tant que monnaie, soit via le Layer 1, soit via Lightning Network et autres. C'est une nouvelle façon d'envisager la monnaie Bitcoin. Et Ethereum aussi, hein. Mais Ethereum, ça va plus loin, c'est plus une monnaie où on va mettre des espèces Utile. d'étiquettes de prix avec le gaz. C'est une logique encore différente. Voilà, c'est deux façons différentes d'imaginer la monnaie. Et dans les deux cas, bah, pourquoi on les met au-dessus du reste? Parce qu'ils sont plus anciens, parce qu'il y a... Merci beaucoup. Parce qu'il y a plus d'effets de réseau aussi, je dirais. Donc, toujours très confiant sur Bitcoin et Ethereum. Toujours confiant sur l'intérêt aussi des oracles type Chainlink naturellement. Pour ce qui est du reste, en fait, moi, j'ai toujours cette déception par rapport à Solana parce que Solana, en fait, si on devait résumer la chose, c'est monolithique. Donc, c'est censé être simple. Tu as un wallet, tu passes pas par des layer 2, des bricolages, des trucs comme ça. C'est censé être rapide, ça marche pas cher. Et derrière, un écosystème qui fait plein de choses vis-à-vis du gaming, de la DeFi, etc., pour que ça crée un climat de confiance là-dessus. Ce que fait très bien Ethereum, mais Ethereum, c'est un peu plus long et c'est une blockchain de riches. Ouais, XRP, je ne sais pas trop quoi en penser, moi, honnêtement, hein. Toujours HAL, hein, XRP, mais ça me fait pas rêver, moi. Compliqué d'avoir une opinion, je trouve. Euh, Bah, et des commentaires sérieux. si l'opinion, c'est dire ouais, c'est la crypto des banques, bah, cette opinion, elle vaut pas un clou, en réalité. Pas grand-chose, disons. S'il y a des arguments que je ne connais pas qui me sont approchés, moi, je suis prêt à les entendre par rapport au XRP. Mais là, j'en ai pas. En tout cas, ouais, la logique de Solana, qui va potentiellement ne jamais s'exécuter, hein, parce que maintenant, avec tous les problèmes qu'on a vus sur Solana, peut-être qu'ils se relèveront et qu'on verra plus de soucis et que ça reviendra. Mais là, je dirais que la confiance est sacrément entachée. Peut-être qu'on aura une blockchain monolithique, performante, avec là aussi un écosystème de dingue concurrent d'Ethereum. Sinon, bah, ça se passera sur Ethereum pour la partie smart contract, peut-être même Bitcoin, avec certaines logiques de layer 2, je ne sais pas. Voilà. Donc, voilà, tu as le sous-jacent technologique, c'est la blockchain, la crypto-monnaie. Et ensuite, tu as toutes les applications par-dessus. Et là, pour le moment, bah, les parcs d'applications, ils sont principalement sur Ethereum, jusqu'à preuve du contraire. Donc, voilà pourquoi je suis un petit peu, pas pessimiste, mais disons que si on en a déjà parlé pendant la masterclass, qu'est-ce que tu vois sur les autres blockchains? Des copier-coller des mêmes protocoles DeFi, des mêmes logiques de ponzinomique, play to earn, des trucs comme ça. Donc, de temps en temps, tu as des petits jeux par-ci par-là. Voilà, un cross-edge sur Polygon.
un Aurori sur Solana. Il y a des exceptions à la règle qui méritent l'attention, mais pour vraiment que ce soit the place to be, il faudrait qu'il y ait je ne sais combien d'applications et des vraies applications que les gens utilisent, pas que pour spéculer, où les gens s'amusent, où les gens échangent, créent de la valeur, font des visioconférences, les rattachent à leur business du monde réel, etc. Et là, on en y est. On va y arriver, j'en suis convaincu, mais on n'y est pas tout à fait encore, sauf dans des cas précis. Euh, Pour clôturer un petit peu cette partie fonda et builder aussi, d'une manière, qu'est-ce que toi, t'aimerais faire dans l'écosystème crypto que t'as pas encore fait, par exemple? Moi, j'ai 2 projets qui seraient peut-être qu'un seul projet. Et peut-être qu'on on le fera ensemble en plus. On en a déjà parlé il y a un paquet d'années. Ce serait soit de faire la relève de Gamers Connection avec une logique Web3, monétisation, sous-jacent technologique. C'est un peu ce que fait Ultra, tu vois. Ultra, ils ont intégré Theta? Theta et tout. Et en faisant un hub du gaming, c'est un peu la logique qu'ils veulent mettre en place. À quel point ils vont le pousser? Est-ce qu'ils ambitionnent à aller chercher Twitch dans des logiques? Parce que Twitch, c'est quoi aujourd'hui? Twitch, ok, c'est une plateforme de stream, d'échange, qui permet à des gens de se salarier, mais c'est aussi beaucoup d'événementiel, Twitch. C'est ça qui fait que Twitch a vraiment surclassé Hitbox TV, Dailymotion, Ustream, Livestream.com, Azubu. Il y en avait plein des plateformes de stream, rappelle-toi, il y en avait plein, mais ils les ont tous mangés. Pourquoi? Parce que niveau événementiel, pardon, c'était sur Twitch que ça se passe. Aujourd'hui, les LAN, tu les suis sur Twitch et sur YouTube. Tu les suis pas ailleurs. Donc, aller toujours dans cette continuité, bah, ce serait ça mon projet. Ce serait proposer un métaverse ou une plateforme de consommation de contenu comme un Twitch, mais dans une logique Web 3, je dirais plus décentralisée, plus communautaire, mais il faut que ça tienne la route, ce qui n'est pas gagné d'avance pour du divertissement. Parce que j'aime trop le jeu vidéo, j'aime trop ces moments où on est là, on se parle sur Twitter, on se parle sur Discord, on passe pour des fous, hein, pour beaucoup d'adultes, mais ceux qui nous suivent dans le chat, c'est pour beaucoup, soit des gamers, soit des geeks, soit des gens qui passent beaucoup de temps sur Internet. Et vous voyez très bien où je veux en venir, c'est créer ce monde-là, où potentiellement on se voit au travers de webcam, au travers d'avatars sous forme de NFT, on joue à des jeux, on passe d'un jeu à un autre sans installer, sans galérer, ça se passe tout sur le navigateur ou dans un client qui est capable d'exécuter plein de trucs, comme ce sera le cas avec Ultra, pour faciliter les usages et s'éclater et gagner de l'argent en même temps si possible. Ouais. Voilà. Ok. Un autre truc ou c'est surtout le principal? Bah, ce serait ça, moi. Hein. C'est ça qui me ferait rêver, en vrai. C'est d'être branché à la Matrix et pas en sortir. Hein. Mais c'est tellement difficile de concurrencer Twitch. Ils sont tellement en place. C'est difficile d'acquérir des communautés aussi grosses qui sont aussi attachées à l'utilisation de Twitch, etc. Enfin bref, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est Bah, c'est un l'effet de challenge réseau. très compliqué. Ouais, c'est l'effet de réseau. C'est comme là, déjà, la première étape, se dire, tu vois, il y a Lens Protocol, qui est le sous-jacent technologique qui va accueillir les réseaux sociaux Web3. C'est les fondateurs d'AAVE. AAV, pardon. Bah, si demain, on fait une copie conforme de Twitter sur Lens, c'est Web3. Mais la question, ce serait toujours, s'il faut payer pour chaque transaction, est-ce que j'ai envie? Non. Si c'est gratuit, alors pourquoi je quitterais Twitter? Je lâcherais tous mes potes pour les faire venir là-bas. Quelle serait la plus-value, à part la lutte contre la censure et éviter quelques contenus sponsorisés? Tu vois, c'est ça en fait. C'est faut avoir une proposition de valeur qui vient vraiment écraser l'existant. Et là, c'est du boulot. C'est du Pas gros, simple, gros, gros ouais. boulot. Mm. Avant de passer un peu plus sur, je dirais, ta vie d'investisseur et Mm. parler un petit peu de ton folio, parce qu'on a eu des beaux cycles et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et pas mal de leçons retenues, qui vient du bien ou du mal, du bon et du mauvais. Euh, on te voit beaucoup sur Twitter. Déjà, j'ai l'impression que tu m'en parles souvent. Tu me dis, ouais, genre Twitter, c'est assez addictif et tout, ça Ouais. réduit ma productivité. Est-ce que Twitter est une drogue? Est-ce que Twitter est une drogue à like qui te fournit cette dopamine constante C'est ma qui t'en... là, c'est ma pire drogue, mais j'en suis même plus à la.
à chercher du like. J'en suis que c'est ma post-club Twitter, en fait. Je peux pas m'en empêcher. Des fois, je sais pertinemment que je vais perdre 1 heure de ma vie dessus. J'en suis convaincu, mais je ne peux pas m'en empêcher. Et c'est très, très, très dur de s'en détacher, honnêtement. Et quelle est un petit peu ton opinion sur le crypto Twitter qu'on a aujourd'hui? L'écosystème qu'on a, la communauté, les Hmm. comptes qu'on a, le bon, le mauvais, qu'est-ce qui ressort de tout ça avec un petit peu de recul aujourd'hui après? Pas grand-chose de mauvais, en réalité. Si on devait parler du mauvais très rapidement, j'en ai encore eu l'exemple aujourd'hui, un certain Nostradamus, très aigri, qui à chaque fois va sur mes tweets pour envoyer son venin. Du coup, je l'ai bloqué, tu vois. De temps en Faut juste temps, tu as masquer des en gens. vrai, hein. Tu masques, c'est mieux, hein. Souvent, je masque. Souvent, je masque. Mais quand c'est dans du Là, c'est trop. répétitif ou Ouais. trop, tu bloques. C'est rare, mais ça arrive. Donc, tu auras toujours un petit peu de gens en manque d'attention. Bon, bah ça, tu peux rien y changer. Il y a des gens qui vont chercher de l'attention via des messages insultants. Bon, bah voilà, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Mais mis à part ça, moi, notre crypto Twitter, je le kiffe parce que il est d'une qualité inédite, en fait. Franchement, le nombre de diggers français qu'on a, diggers français, voilà, donc on a les diggers naturellement, mais on n'a pas que les diggers. On a plein de petites communautés qui se créent dans tous les sens. Et franchement, c'est de la frappe. C'est de la grosse frappe. Alors après, comment on pourrait plus se mélanger? Euh, Peut-être plus être main dans la main. Bah là, encore une fois, c'est soit on fait de l'événementiel et on arrive à mélanger tout le monde, soit on fait des espaces type métaverse où on arrive à mélanger tout le monde. Mais en dehors de Twitter, où tu as un sentiment de proximité, parce que la limite de Twitter, c'est déjà d'une, son nombre de caractères, c'est sûr, sauf si tu vas en DM, hein, bien sûr, mais aussi le fait que tu es sur la place publique. Et comme tu es sur la place publique, il y a des choses que tu ne te permets pas de dire parce que tout le monde te lit. Donc, alors que quand tu es dans la proximité, tu sais, tu as les premiers échanges avec quelqu'un, bon, tu sens ce que tu peux dire et ce que tu peux pas dire au fur et à mesure du Hmm. fil de discussion. Et ça, faut qu'on arrive à le créer dans un espace virtuel, ce serait extraordinaire. Et aussi un petit peu, en fait, le propos, il est important, mais par qui il est dit, par qui il est prononcé, il est encore plus important pour moi. Et l'objectif de ces interviews-là, ici, bah, sur Twitch ou même sur YouTube, c'est véritablement que les gens comprennent les gens qui lisent tous Ouais. les jours sur Twitter. Parce Mm. que, en fait, ton histoire, tes opinions, ton positionnement, ton business fait que tu peux pas interpréter chaque tweet de la même manière, de chaque compte. Donc, C'est l'objectif, sûr. c'était un petit peu de remettre ça sur. Enfin, remettre, c'est quoi, l'église au milieu du village? Ah, je sais Euh, pas. Je la connais pas, celle-là. pour finir sur Twitter, deux points. On connaît un petit peu ton côté complotiste et très Mm. engagé politiquement. Mm. D'où Par ça vient? moment, ouais. D'où Ouais. ça vient? Qu'est-ce qui te donne aussi envie d'en parler? Je suppose qu'il y a pas mal de choses qui te Ouais, révoltent. bah tu sais, le complot qui m'a le plus touché, le seul complot qui m'a vraiment touché, c'est celui du 11 septembre 2001. Celui-là, je l'ai jamais digéré. On va pas en parler, hein, mais c'est juste Euh, que tu le retournes, tu le retournes, tu le retournes. Je l'ai jamais digéré celui-là. Donc celui-là, il m'a un peu traumatisé. Mis à part ça, en fait, c'est vrai qu'on va pas parlé. J'ai eu un moment où je m'intéressais beaucoup à la sécurité, au piratage, etc. Et donc l'espionnage sur Internet, la capacité des services secrets, des États à nous espionner, le contrôle de l'opinion au travers des médias sociaux, la censure de la parole, ce genre de choses. En fait, ce qui me rend de plus en plus complotiste d'une certaine façon, avec bien entendu toujours il euh, a lu dans mon esprit, là. Euh, c'est que tu noteras que sur Twitter, les choses ont vachement changé au fil des années. Il y a des choses qu'on peut plus dire du tout. Il y a des choses qui passent, qui font caguer en fait. Et je suis en mode, la limite, c'est quoi? La limite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut pas dire? La situation vaccinale aussi, la gestion de l'opinion par rapport au vaccin sur les réseaux sociaux ces 2 dernières années, c'était quelque chose aussi.
En Tu fait, les gens, pouvais pas ils n'osent critiquer. pas assumer leurs positions ou leurs opinions sur Twitter, en fait. Il y a tellement de gens qui sont, peut-être qu'ils ont un business, tu vois, ou qu'il y a Ouais, beaucoup de choses qui se basent sur leur profil que, notamment les gros comptes, osent pas trop prendre position. Après, forcément, les opinions divisent. On n'a pas tous la même vision de la politique ou de la société. Donc forcément, c'est un axe où les gens peuvent te juger et moins aimer une partie de toi et peut-être se détacher de ce que tu fais d'habitude en termes de contenu. Mais c'est vrai que le politiquement correct sur Twitter, c'est quelque chose parfois. ouais, à cause Et, de la perte de compte, ouais. Bah, c'est et top. même au-delà de ça, tu vois, pour moi, des hacheurs, des Sami, des mecs comme ça, pour moi aujourd'hui, ils se prononcent pas parce que, Mm. enfin, de toute façon, il y a, il y Asher a tellement pas, de, il y a Samy tellement de, peu. il y a Samy, tellement de risques par pardon. rapport à ce que tu gagnes à faire ça, Ouais, enfin, d'un point de vue purement business que voilà. Et c'est pas ouais, bien négatif, sûr. hein. Genre, je pense que Bien si sûr. j'étais à enfin, dans leur position, je pense qu'on est en partie, peut-être dans une mesure différente, mais pas simple. Deuxième point, plus sur Aurore Laluc. Est-ce que tu veux Ouais. lui donner une Non, petite citation, non. un petit message En fait, pas du tout, parce que tu noteras que la politique, c'est ça aussi, c'est que ce soit notre gouvernement en France, je dis notre, t'es à Malte, je suis au Luxembourg, mais bon, on reste français, de nationalité française. Tu mets des Marlène Schiappa, des Darmanin, t'envoies des gens raconter des conneries au casse-pipe, mais les conneries qu'ils racontent, elles viennent bien d'en haut, tu vois, ça sort pas d'un chapeau. Donc pour moi, Aurore, c'est un peu, Aurore ou Nicolas Dufresne, c'est un peu du mélenchonisme, c'est un peu je vais dire gentiment, les idiots utiles de parole qui sont au-dessus d'eux, parce que c'est des fervents défenseurs de la Banque les Centrale relais, quoi, Européenne, tu tu veux dire. vois. Ouais, ouais, non, mais voilà, ils font leur boulot. Moi, je peux pas leur reprocher de faire leur boulot. C'est juste, je suis pas d'accord avec eux. Et je comprends pourquoi ils le font. Je comprends ce qu'ils défendent, le système qu'ils défendent. Juste que moi, je ne mange pas de ce pain-là parce que il y a beaucoup de choses à en redire du système dans lequel on baigne, particulièrement en Europe. Je suis européen, donc naturellement, voilà. L'inflation, déjà, grand sujet. Bon, on va fermer cette partie Twitter. Mais en tout cas, je trouvais ça marrant Ouais. de l'aborder. J'aimerais repartir un petit peu sur ton profil d'investisseur. Mm. Euh, je pense que avec le dernier bear market et les phases de volatilité qu'on a maintenant, c'est pas forcément facile à vivre. Euh, Toi, comment est-ce que tu vis ça? Comment tu te prépares? Voilà, comment ça te touche aussi? Et qu'est-ce que tu as appris de tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant? Peut-être Ouais. donner un petit peu de valeur aux gens qui nous regardent, ou je sais pas, les rassurer ou les conseiller dans leur comportement, pas forcément dans leurs actes, mais de comment ils se comportent euh, Mm. par rapport à ça est motivant peut-être. Bah écoute, je suis très très content d'avoir appris avoir appris à prendre des profits sur ce run de 2021. C'est quand même important de le signaler parce que quand tu es d'humeur joueuse, quel que soit ton niveau de conviction vis-à-vis du marché, tu as toujours beaucoup de difficultés à sortir. Donc je suis sorti de certaines très belles positions cette année, hein, de Sandbox, Retrieve, Juno, Solana quand même, hein, en x10, faut le noter. Euh, Pas suffisamment parfois, par grid, mais par conviction aussi, tu vois. Donc plutôt content. Si je devais revenir, tu vois, dans ma tête, j'ai appris à sortir des petits 20%, des 30% du portfolio au total. Je dirais qu'il faut que j'apprenne à sortir encore un peu plus. Pas beaucoup plus, mais m'exposer moins parfois. Voilà, à titre individuel. Pour le reste, tout ça, ça vient avec le temps. Tu vois, il y en a qui traitent des NFT, il y en a qui traitent, qui font que du farming en DeFi, qui font travailler leur stablecoin, etc. Moi, j'ai choisi de miser sur beaucoup de layer one, de choses comme ça. Je pense que ma stratégie reste la bonne. Naturellement, en bear market, c'est compliqué pour à peu près tout le monde, sauf les gens qui savent shorter un marché, ce qui n'est pas mon cas. Je tiens à le noter. Je suis un trader spot, moi, pas levier. Donc, je ne sais pas shorter un marché. Donc, dans ces périodes-là de marché, je me fais péter en deux. Faut dire. Non, mais il faut dire les termes. C'est soit tu sais te désexposer en amont et du coup, tu assumes les pertes qui seront engendrées après, soit tu sais te hedger en shortant un marché. Moi, c'est pas mon cas. Donc là, en ce moment, c'est team la perte. Mais tranquille.
Et pour revenir un petit peu aussi sur ton folio, tu mentionnais Solana, Mm. ou du coup sur lequel tu as fait x10. Mm. Euh, sur ce cycle-là, ou même historiquement, quels ont été tes meilleurs investissements et qu'est-ce qu'ils ont chacun en commun? Alors, franchement, sur le bull run précédent, le- j'ai suivi des modes, tu vois, les gens se cherchaient des packs, genre Privacy Coin, Mm, mm, qu'est-ce mm. qu'on avait, les coins ultra scalables type IOTA, Nano, EOS plus tard. Bref, c'est des questions de, c'est des questions de mode. Et finalement, ça n'a pas changé d'un centimètre, gros. C'est-à-dire que là, tu vois, c'est la mode des NFT. Il y a eu la mode des jetons de gouvernance de la DeFi à un moment donné. Ça a bien dégonflé depuis. La mode des Layer One, ça a bien dégonflé aussi depuis. On en a eu pas mal qui s'en pétaient la gueule. Quand Facebook s'est transformé en méta, on a eu la mode des Play to Earn. Et en fait, c'est tout des questions de hype. C'est-à-dire que tu vas avoir des écosystèmes qui vont sortir leur épingle du jeu. Parce que soit c'est de la folie, soit ils sont backés par les bonnes personnes qui savent pousser le prix vers le haut avec des bons market makers. Mais ça n'a pas beaucoup changé, c'est toujours des modes en fait. Et là, c'est pour ça que quand on s'est appelé un peu avant la masterclass il y a quelques jours, je t'ai dit, là, je commence à préparer l'après en mode si demain on a du Aleph 0, du SUI, du Aptos, des blockchains qui sont construites sur Celestia, etc., qui pètent en deux, du Solana, du Avalanche, du Phantom, etc. La seule chose qui fera survivre les Solana, Avalanche, Phantom, Polygon, etc., ce sera leur capacité à avoir un parc d'applications qui les rend uniques. Mais qu'est-ce qui pousserait ces applications à ne pas aller ailleurs? C'est la question qui se pose en fait. Tu vois? Parce que le En fait, sous-jacent techno, c'est pas ça. pour moi, c'est les applications et la communauté. Parce qu'au final, Ouais, quand ouais, tu c'est vrai. regardes, j'allais dire la communauté, mais pour moi, c'est pas vrai. Parce que regarde Elrond, regarde Mm. Ripple, en vrai, peu importe la technologie, hein, quoi qu'on en Mm. dise, il y a peu d'applications qui sont disponibles dessus, malgré une forte communauté. Et pour Ouais. autant, alors certes, ça survit, mais voilà, ce qui fera que ça pète vraiment, c'est le fait qu'il y ait des applications qui soient disponibles, qu'elles soient utilisées et qu'il y ait une communauté qui soit fortement derrière. Et c'est ce que, en vrai, on voit d'ailleurs sur Solana et Ethereum. Je pense qu'on le voit un petit peu aussi sur la BSC, quoi qu'on en dise. Oui, la Et puis, BSC, dans Polygon. une autre mesure sur aussi Avalanche, mais voilà. Ok. Donc, comment tu pourrais un petit peu résumer tes meilleurs investissements? Quels sont-ils d'ailleurs? Bah là, sur le bull run de 2017, ça a été clairement. Au début, j'en ai fait plein des bons, mais j'arrivais jamais à vendre. Tu vois, genre PIVX, Nixus, des trucs qui ont fait des explosions. J'en ai fait plein, mais je ne savais pas appuyer sur vendre. Donc, j'ai même pas envie d'en parler. Le seul où j'étais prêt à vendre, c'était le Nano, Ah anciennement oui, je me souviens. Reblock. Et BitGrail s'est fait pirater et ils ont Au bloqué les fonds de Prime. tout le monde. J'ai Ouais. pas pu vendre. J'ai perdu 20 000 balles sur cette affaire. C'était la moitié de mon folio en fin de bull run de 2017. Donc, dégoûté. J'avais de la RK et du Nexus renforcé au top que j'ai même pas pu vendre quand ça sentait le bear market parce que Bitrex m'a bloqué, m'a empêché de vendre. Ça te rappelle quelque chose, ça? Donc, c'est simple. La quasi-totalité de mes fonds, hors mining, je me suis fait casser en deux. XVG, j'ai pas été assez patient. Effectivement, je me suis assis sur plus de 100 000 balles. Bon, ça, c'est autre chose. Mais là, c'est parce que j'ai vendu trop tôt, c'est ma faute. Et sur le bull run de 2021-2020, Live Pierre? ouais, 2021, on a Live Peer en termes de multiplicateur pur. Il a Effectivement. fait Ouais, x fois 60, j'ai 20. fait. Moi, j'ai fait fois 25. Fois un truc comme ça. X 60 sur quelques centaines de dollars me concernant. Ensuite, Juno, The Sandbox, Retrib, voilà, c'est des x6, des x10. Solana x10, pareil. Et c'est vrai que quand tu fais du x10 sur ce marché, tu te dis au bout d'un moment, bon, faudrait peut-être sortir. Donc effectivement, Solana est parti beaucoup plus haut, mais je regrette pas. Et d'ailleurs, il est revenu à peu près au niveau que je l'ai vendu, hein, en ce moment même. C'est Ouais. marrant de le notifier. Juno sorti comme un prince, même si j'en ai perdu un bout des profits à cause du crash UST. Retrip, pareil. Et tu vois, Retrip, d'ailleurs, grosse poussée parce que ça se passe sur Phantom. Phantom explose, donc les sous-jacents de Phantom se portent bien.
Ils ont fait des listings, ils ont été bons dans la com, etc. Ça a poussé très très fort, très très haut. Et puis dès qu'on est passé bear, c'était moins ça. Mais tu vois, on a André de Phantom qui s'est cassé. Phantom s'est pété la gueule. Ça a eu un impact sur Retrib énorme. Ensuite, on a eu les fameuses baleines là, qui ont essayé de se gaver sur des projets de André là, dans la DeFi Phantom, qui ont failli se faire liquider. Les gens ont pricé, le Phantom s'est pété la gueule. Donc, ça a eu un impact sur le Retrib. Donc, tout ça pour vous dire, en résumé, je parle beaucoup, c'est vrai, c'est que ça monte très fort quand tout le monde est hype, qu'il n'y a aucun problème à l'horizon. Et dès qu'il y a des problèmes de technique, donc des bugs, ou de confiance, genre une personnalité importante qui se barre ou qui part avec la caisse ou quoi, ou d'autres types de problématiques, ça peut se péter la gueule aussi fort que c'est monté. Je crois que les gens aiment bien la transparence. Ouais. Je pense que c'est ce qu'on a vu avec Crypto Future qui avait fait un trade récemment sur ses gains et surtout sur ses pertes. Toi aussi. Mm. Enfin, j'ai pas spécialement de choses à redire là-dessus, mais j'aime bien aussi en parler. Évidemment, c'est plus facile de parler de ses gains que de ses pertes. Mais pour moi, il y a pas de honte à perdre de l'argent. À partir du moment où tu veux en gagner, tu es obligé d'en risquer. Donc ça arrive que tu en perdes. Et ça fait partie du jeu si on le voit comme un jeu. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Moi, de l'argent, j'en ai perdu beaucoup sur plein de conneries. Je pense que c'était les forks OHM gamifiés à l'époque. J'ai pris, c'est quoi, sur RomDAO, sur Nemesis, enfin bref, plein de petites conneries comme ça. J'ai dû perdre quelques dizaines de milliers d'euros faciles. Ouais, pareil, quelques milliers, moi. Euh, il y avait quoi? Il y avait Media, Media sur Ouais, lequel je terrifiant. me suis fait arracher. Terrifiant. Aurori, sur lequel je suis en bonne perte actuellement. Luna aussi. Et Pareil. quoi d'autre? Chili's que j'ai. Enfin bref, tout le monde fait des erreurs. Et moi le premier, donc voilà, je sais que t'en parlais aussi. Mais voilà, le principal, c'est qu'il y ait plus de gains que de pertes. Donc C'est ça. Ah bah, sans parler d'argent, juste en termes de multiplicateur, entre mi-2020 et mi-2021, le multiplicateur était bien plus de x10. Ensuite, 2021, bon, on a eu le crash de mai qui a divisé la caisse par deux. On a récupéré, me concernant, la caisse après fin août. Ensuite, je l'ai multiplié par deux ou deux et demi entre août et le top de fin novembre. Et là, je dirais que j'en suis un poil en dessous de mon ATH avant le crash de mai. En sachant que je me suis sorti un peu d'argent pour me payer. Pourquoi vous fusionnez pas pour former le trader ultime? Je pense que l'on fait tous les dimanches. C'est ce qu'on Donc, fait tous les dimanches, c'est ça? Mais en réalité, c'est un marché qui est tellement diversifié que je pense que tu peux faire un fonds entier, tu n'auras pas de recette parfaite. pour parler de ton folio, du Mm. coup, comment toi tu te crées ton folio? C'est-à-dire comment tu t'es mis à investir, comment tu l'as un petit peu distribué réparti entre plusieurs coins et comment il est composé actuellement, sans être indiscret, hein, j'ai des proportions Ouais, bien pour que sûr. les gens Bah, j'avais comprennent. fait une vidéo à ce sujet. Ça n'a pas beaucoup bougé, mais en gros, j'essaie de ne pas aller à plus de 15% de mon folio total sur un seul actif. Il y a des avantages et des inconvénients à ça. Ça pourrait changer hein, sur un niveau de conviction, mais j'essaie de pas trop m'exposer parce que, regarde, par exemple, je me serais surexposé sur Aurori. Là, je serais au fond du gouffre en ce moment. Ouais. Pourtant, c'est pas faute d'y croire, tu vois. Euh, sur le XKI, pareil, hein, acheté en dessous de 10, renforcé entre 13 et 20 centimes. Il est monté à 50. Là, il est à 8, 10 centimes. Donc, c'est une catastrophe. Mais après, c'est pas que de leur faute. Hein. Il y a eu des problèmes à eux qui ne peuvent pas communiquer, que je sais. Il y a eu des problèmes aussi sur le fait, pour moi, qu'ils ne communiquent pas suffisamment, mais c'est voulu de leur part. Il y a eu aussi les problèmes récents par rapport à Luna et UST qui a mis une tarte à tout le monde dans l'écosystème Cosmos, dans le farming lié à l'UST.
Donc voilà, c'est pour ça que la diversification, j'aime bien. Le problème de la surdiversification, c'est que quand tu veux vendre, bah, faut se connecter à plein d'endroits, faut faire plein d'ordres de vente et tout. C'est super casse-bonbon à ce niveau-là, mais je pense que c'est pas mal la diversification me concernant. Ça, c'est vrai que le portefeuille, il fait pas des grosses explosions, mais il fait pas des gros crashs non plus. Et c'est vrai que psychologiquement, ça m'aide beaucoup. Et la psychologie, c'est quand même important sur les marchés parce que si tu te fais détruire par une perte, tu commences à faire des Oui. conneries. C'est C'est difficile très de se dur. relever de C'est grosses très pertes, dur. hein. Ouais. C'est pour ça que j'essaye de pas me mettre dans cette position-là, mais voilà, hein, enfin, peu importe ce à quoi tu t'exposes, c'est pas simple. Tu t'exposes au NFT, au final, tu t'exposes au Layer One qui est adossé. C'est Moi, j'ai ça. aussi, sur des NFT Solana, ils se sont fait détruire, Mm. malgré le fait que je suis un très bon multiplicateur sur la Persol. Tu vois, les DGNape, je pense tu vois, j'en ai acheté entre 10 et 20 sols, et c'est monté à 120, et maintenant ça vaut 55 ou un truc comme ça. Et pour autant, en dollars, ça n'a rien à voir par rapport à ce que j'en ai acheté limite à Ouais. 15 ou 20 sols, tu vois. Ouais, Donc le ouais. sol s'est détruit. Euh, et même les NFT étant, donc c'est pas simple. Je pense que ce sera l'occasion notamment d'une intervention à la conf qu'on organise pour parler un petit peu de comment se couvrir Carrément. de l'exposition crypto, mais voilà. Moi, de mon côté, écoute, j'arrive au bout de mes questions, mais au-delà de ça, je voulais surtout garder une petite session de 5-10 minutes maximum, afin qu'on fasse pas non plus un format de 3 heures, pour que les gens dans le chat puissent poser leurs questions. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant. On va prendre celles qui semblent pertinentes ou celles auxquelles tu as envie de répondre, tout simplement. Et on va les afficher directement à l'écran. Donc voilà, s'il y a des Avec questions qui plaisir. sont passées auxquelles on n'a pas répondu, vous pouvez les remettre maintenant et on y répondra, évidemment. Voilà. Et d'ailleurs, message très pertinent hein, de Brice. Hein. Y a pas, si vous démarrez ou même que vous avez 1 an, 2 ans dans les cryptos, que vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, il n'y a pas de recette magique. Le marché, il faut le sentir. Il y a des positions dans lesquelles vous êtes bien, il y a des choses sur lesquelles vous êtes à l'aise. Et essayez de travailler là où vous êtes à l'aise et pas forcer sur des terrains où vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous pouvez les tester avec un petit peu de capital, mais n'allez pas vous casser les dents sur des marchés que vous ne comprenez pas. Quelle raison te ferait te retirer des cryptos? Euh, Tout retirer, je pourrais pas, je crois. Sinon, les raisons, bah, c'est le besoin d'argent pour financer un projet ou un besoin, en fait. C'est le besoin d'argent. Hein. Sinon, voilà. bullish ou bearish d'ici 5 ans, Capet? Moi, je suis perma-bull, donc mon problème, il est là. C'est que moi, je serai toujours bull. Ça va au-delà de l'argent. Ce marché, j'y crois trop. J'y crois beaucoup trop. Un avis et non conseil d'investissement, est-ce que tu as une pépite low cap à laquelle tu crois à fond? Je crois que c'est la question la plus demandée, c'est sur quel coin je prends de toute façon, s'il te plaît. Alors, auquel je crois à fond, je dirais pas, parce que si j'y croyais à fond, je me serais exposé dessus. Je suis pas très exposé dessus. C'est Aleph 0. A0, on en a parlé, on a fait un article dessus, parce que c'est un petit layer one interconnecté à Polkadot bientôt qui perf pas mal, qui coche pas mal de cases, je dirais. Quand il y a pas mal de cases de cocher, c'est pas mal. Quand Quand on fait du holding, il est parfois dur de se dire, bon, je me retire. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? C'est super dur. J'ai envie de te dire, essaie d'avoir un plan en mode si c'est x5, j'en sors un certain pourcentage. Si c'est x10, j'en sors un certain pourcentage. Si c'est x2, voilà. Fais-toi un plan parce qu'à partir du moment où, par rapport à ton prix d'achat, tu vas arriver à ce prix-là, tu auras toujours une excuse pour toi-même pour pas sortir. Donc, si tu n'appliques pas ton plan, tu n'arriveras jamais à sortir en fait. On est très 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 bon pour se chercher des excuses pour rester et pas vendre. Ça, c'est un truc de fou. En fait, pour rebondir sur ça, je pense qu'il y a un truc que, enfin, moi personnellement, même moi, j'en prends conscience, mais c'est que c'est pas grave de se désexposer du marché, en fait. Mm. C'est pas, genre, ne pas prendre de risque pendant une certaine période, c'est genre fine. Genre, t'as pas besoin de tout le temps prendre du risque en faisant de l'investissement, hein. Il y a des périodes qui sont peut-être plus productives que d'autres, ou Mm. justement moins productives. Bah tu vois, attends, je vais répondre. Tu as suivi ce qui s'est dit sur la crypto? Bref, non, pas du tout. Je prends Je sais juste pas ce de quoi on message-là. parle. Pour savoir retirer et faire un plan, il faut une certaine maturité. Et la seule façon d'y arriver, c'est de commencer à le faire. Tu sais, c'est un peu comme,
si tu veux le numéro d'une meuf, bah, il va falloir aller voir la meuf. Donc, si 15 fois tu vas pas voir la meuf, effectivement, tu n'auras jamais ce numéro. Donc, il va bien falloir y aller. Bah, retirer, c'est pareil, tu vois. Faut le faire. Et si tu te plantes, tu le regrettes pas. C'est pas grave. Un cycle pour apprendre, un cycle pour make it. Pas Je pense que nécessairement, je c'est. pense. Moi, personnellement, 2017, même si j'ai pris plein de gains, j'ai pris plein de pertes aussi, à cause des Mm. produits dérivés que je commençais à découvrir. Et voilà, donc c'est pas simple, mais moi, en tout cas, le dernier Ça bear aide. market de 2018 à 2020, c'est le moment où, en gros, j'étais un peu dans la salle du temps. C'est-à-dire que j'étais Mm. vraiment dans la salle du temps tous les jours. Tous les Ouais. jours, pendant ce foutu bear market, j'étais levé et je tradais. Et le fait d'être juste là, pendant tout le marché, et de pas rien faire, hein, juste essayer de progresser, etc., ça m'a tellement préparé au run de 2020-2021 que, bah, en fait, c'est ce qui m'a fait exploser, en fait. Parce que Mm. avant, je me débrouillais, mais ce qui m'a véritablement fait exploser, c'est le fait d'être hyper préparé pour ce qui arrivait en 2020-2021. Et quand j'ai vu qu'on commençait à péter les 12, je crois de mémoire, les 12-13K sur BTC, c'est le moment où j'ai décidé d'y aller comme un fou furieux sur le marché et de m'exposer au maximum parce que je savais qu'on rentrait dans un nouveau cycle et voilà. Donc, Bah, pour vous partager une pensée librement d'ailleurs par rapport à ça, moi sachez que ça a été très très dur de me réexposer beaucoup à des alts autres que Bitcoin et Ethereum début 2021. J'y suis allé progressivement sur les Solana et compagnie, hein, jusqu'à la fin du run où voilà, c'était la naïveté, on avait des miettes de BTC, des miettes d'Ethereum par rapport au folio. Mais je vous dis ça parce que qu'est-ce qui nous dit que ce serait pas ça vaut rien ce que je dis, mais qu'est-ce qui nous dit que les alts ça continuerait pas de fondre sauf de petites exceptions longtemps, longtemps, longtemps jusqu'à que les gens se disent bon bah ok au final il reste que BTC et Ethereum, tu vois, hmm. en mode fracture. Question bête, comment vivre de la crypto si on ne retire pas? Je pense en générant des revenus liés à la crypto. Avec du staking. Ouais, du staking, faire Aussi. travailler son fric. Mais c'est à double tranchant, ça. Même Parce en travaillant dans que. des boîtes Ouais, c'est de vrai. l'écosystème crypto, en vrai, hein. Ouais, travailler pour des boîtes crypto. Effectivement, du marketing, des trucs comme ça. J'arrive pas à vendre mes NFT. Je te comprends. C'est ce que je peux dire. Ouais, ça doit être le pire. Je pense qu'il faut subir un biais pour cela. En gros, je pense, quand il parlait de vraiment make it sur un cycle, je pense que c'est vrai. Il faut du temps, en tout cas. Mm. Un seul cycle pour apprendre à make it, je pense, ouais, il faut un ou deux cycles pour vraiment devenir chaud. Mm. Je pense que un cycle, ça suffit pas. Je dirais qu'il faut au moins 3 ans. Ouais. Tu vois, Je ceux qui pense que étaient là en pour être. 2020, déjà, bon, ils n'ont pas vraiment bouffé un bear, mais ils ont quand même compris pas mal de choses. Peut-on devenir millionnaire grâce aux cryptos? Elle est Je dure, crois. cette réponse, hein. Oui, tu peux, mais si tu commences avec beaucoup d'argent, c'est sûr que c'est plus simple. Si tu commences avec pas beaucoup d'argent, bah, il va falloir l'apprendre à bien le faire gonfler, ce portfolio. Tu vas prendre soin de chaque putain de dollar de ton portfolio et le faire gonfler, gonfler, gonfler et surtout ne pas le faire dégonfler. Mais c'est très, très, très long et très, très dur. Et déjà, avant de viser le million, il faut viser 10 000, 20 000, 30 000. Il faut y aller par palier et apprendre à se retirer. C'est dur de rester accroché au marché quand rien ne se passe. Mais il faut prendre son mal en patience et il faut regarder là où personne regarde, hein. Quand personne regardait les graphiques, c'est le moment où j'ai fait le plus d'argent, ou en tout cas je me préparais à faire le plus d'argent. Un moment où on parlait moins des cryptos, c'était Ethereum à 80 dollars, après qu'on soit monté à 1500 dollars, plus personne n'y croyait. Moi j'ai mis tout ce que j'avais. J'ai littéralement mis tout ce que j'avais sur Ethereum. Hmm. Donc voilà. Et alors, je dis pas qu'on a le bottom, je suis loin de dire ça, mais on est quand même dans des phases où il y a beaucoup de gens qui se désintéressent des cryptos, il y a les médias qui parlent de crash des cryptos, moi, je commence à avoir des médias qui disent regardez comment les Bored Apes se sont ruinés alors que les mecs sont en x100 ou en x1000 depuis le début. Tu vois, il faut mettre les choses en perspective. Et c'est là où aussi où que la psychologie a un gros impact. Je pense que 2017-2018, Nabila, 2020, 2021, l'IPO de Coinbase et les Island Boys et puis les Up on Hmm. Me. Enfin, t'as plein enfin, la psychologie est hyper importante, Il y en a donc qui nous voilà. dit ça d'ailleurs.
On parle de cycle, comme s'il y en avait plein. Est-ce que ça va se finir par s'aplatir? Pour moi, c'est pas prêt de s'aplatir parce que c'est un marché qui tourne 24 heures sur 24 déjà pour commencer, 7 jours sur 7. Qui a des dépendances à Bitcoin, qui lui-même a ces espèces de cycles haussiers, baissiers, halving, etc. Et non, je pense pas. Après, est-ce que ce sera toujours aussi explosif que 2021 et 2017? Je sais pas. Vous qui avez vécu plusieurs bières, y a-t-il eu ces moments similaires? Alors déjà, euh, je pense que les dernières beer market étaient bien plus enfin, ils n'étaient pas forcément aussi violents parce qu'on a toujours eu des retracements, alors que là, sur cette baisse qu'on a récemment, on a peu de retracements, ça descend en ligne droite, Mm. mais c'était bien long. Là, ça fait 6 mois. Dis-toi, moi, en tout cas, je me suis tapé un bon 2 ans et demi, 3 ans de beer market. Donc là, t'imagines, genre, 4 ou 5 fois ça. Euh, Là, tu peux avoir un petit peu une idée de ce qu'on a vécu. Donc, Mm. est-ce qu'il y a eu des moments similaires? Oui. Est-ce qu'on a vécu des beer market? Oui. Euh, Peut-être une dernière question pour clôturer l'interview, parce qu'on arrive à Ouais. 1h50. Je te laisse choisir la dernière question. Quand on était au top 2021, on parlait de Super Cycle et que c'était la fin des cycles. Moi, j'ai jamais été là-dedans. Moi, j'étais juste Super Cycle. J'y crois toujours d'ailleurs, hein. Au fond de moi, là, j'y crois encore, hein, Super Cycle. En mode, on peut prendre un bear, peut-être 6 mois, 1 an, mais dans le fond, le portfolio, il peut encore se faire diviser un sacré paquet de fois avant que je me fasse arracher. J'en profite pour juste souligner un dernier message avant qu'on Mm. termine. Ça fait tellement plaisir d'être encore là avec vous alors que beaucoup ont lâché leur position. Je vais être vulgaire, mais moi je vais vous le dire les gars, si on est encore là en train de streamer et qu'on est encore à fond dans le crypto, c'est parce qu'on veut tout baiser. C'est aussi simple que ça. Donc Oui, gros, non, mais c'est vrai. juste, en fait, si tu C'est veux vrai. tout, si tu veux make it de baiser et si tu veux être à Mm. fond et si tu veux avoir une chance véritablement de réussir, il faut être là dans ces moments-là. On est là dans ces moments-là et il faut rester attentif, il faut rester concentré. Et c'est pour ça que moi je lâcherai jamais. C'est parce que les plus belles opportunités, c'est quand on fait le moins de viewers, c'est quand il se passe rien, c'est quand tout le monde est en train de déprimer, etc. Donc, donc voilà. Il y a une grosse question d'ego là-dedans, en fait. Il y a des moments où voilà, tu te remets en question, genre tu prends des pertes ou tu fais moins de reach sur les réseaux, des trucs comme ça. Ça te pique à l'ego. Et moi, en fait, à chaque fois que ça me pique à l'ego, j'ai envie de tout arracher, gros. Genre là, dites-vous, là, la conférence qu'on fait, ils se sont motivés. On voulait faire de l'événementiel, mais ils se sont motivés à une vitesse. Il n'y a pas eu de ouais, les gars, qu'est-ce qu'on fait si on remplit pas la salle, machin. Non, non, c'était vas-y, on va faire une conférence, on va en parler à tout le monde et tout. C'est un truc de fou. Et c'est pas une question de dévaloriser le travail des autres, hein. C'est pas ça. C'est juste en mode, nous, on veut s'imposer, on veut faire un beau Faut avoir la dalle. média. C'est voilà, faut avoir les dalles, en fait. C'est ça. Faut avoir la dalle. Et c'est pas parce que, enfin, c'est pas parce que la période elle est déprimante et que les jours sont peut-être un peu plus sombres que les jours ne seront pas plus beaux euh, C'est clair. dans le futur, tu vois. Donc, Sinon on le créera, le rayon de soleil, hein, si c'est pas le marché. Nous, on le créera, tu vois. mais moi personnellement, j'ai déjà vu les cycles. Enfin, j'ai déjà vu globalement un cycle et demi, 2 cycles. Enfin, ouais, peut-être un peu plus. Donc, je sais comment ça fonctionne. Et donc, ça me fume tous ces gens limite prêts à se tatouer BTC sur un bras, mais qui ont disparu. Mm. Bah, c'est. Voilà, après, bon, il y a des gens, ils ont chacun leur période, tu vois. Il y a aussi Mm. des moments où on a besoin de se concentrer un peu plus sur, entre guillemets, son boulot, entre grands guillemets, la vraie vie. Et donc, chacun a ses moments. Je pense que des gens qui sont intéressés par le marché et qui s'intéressent tous les jours à la crypto pendant plusieurs années, ça court pas forcément les rues. Et Mm. en plus de ça, les gens qui aujourd'hui sont à fond, peut-être ont commencé comme ça. Donc il faut aussi respecter ça. Je pense que les gens se rendront compte de leurs erreurs, à part s'ils sont toujours en mode ah bah fin 2017, 20 000 dollars, faut que j'achète. Puis après, on s'en branle pendant 3 ans. Oh, je vends et ensuite je rachète le top. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, faut apprendre un petit peu de ses erreurs. Puis il faut se faire un entourage aussi, parce qu'effectivement, si vous êtes tout seul dans votre truc IRL Ah, sur c'est les de réseaux, fou, de fou. c'est dur, hein. C'est le plus important, hein. Pour moi, Ouais. sincèrement, aujourd'hui, ce qui me maintient éveillé, c'est la communauté.
le fait de vouloir tout arracher et mes associés, je pense que c'est vraiment ce qui me donne envie, c'est que voilà, moi, au-delà de ça, ce qui me garde aussi éveillé, c'est tout ce qui est en train de se bâtir à côté de la spéculation. C'est-à-dire que vraiment, le dernier cycle, c'était vraiment en mode on a les ICO et puis les tokens ils baissent et t'as pas de grosse innovation et du coup tout le monde regarde les graphiques parce qu'il y a un autre à faire. Là, j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses qui se dessinent Mm. avec les NFT, avec les jeux. Il y a beaucoup plus d'argent qui est rentré dans le marché. Du coup, bah, en fait, il y a beaucoup plus de choses à regarder. Et vu qu'il y a beaucoup plus de choses, il y a forcément des choses un peu plus intéressantes qui se passent, quoi. Et puis la Vicimonie aussi, on dit ouais, les gens achètent des jetons et tout. Oui, ok, mais bon, la Vicimonie, ça Elle aide fait à survivre hein, évoluer, dans les bear ça markets. fait Toutes ces évoluer. boîtes-là. Tous les Layer One, ils ont de la Vicimonie, ça paye les ingénieurs. Il y a aussi des fonds qui sont alloués à des propositions de projets. En mode, tu as un projet, tu dis tiens, je vais le mettre sur la blockchain Oasis ou Avalanche ou quoi. Tu peux aller voir la fondation et potentiellement te faire débloquer un peu de budget. Donc, faut pas non plus cracher sur la Vicimonie parce que elle sert aussi à build, quoi. Mm, mm, mm. Voilà. Vous connaissez IRL avant la crypto. Ouais, Ouais. ça fait 9 ans qu'on se connaît, nous, pour vous dire. Insane. Hmm. Ok, bah écoute, je pense qu'on arrive au bout. Merci d'avoir répondu présent à cette interview, d'être un petit peu My livré. pleasure. Je pense que les gens auront kiffé. J'ai bien aimé le format live parce que du coup, ça permet vraiment d'interagir avec les gens en même temps de ce qu'on discute, rebondir sur les sujets, etc. Donc, je trouve ça très cool. Peut-être pour clôturer, euh, une alpha, des insights, des choses que tu vois que tu aimes bien, que tu aimerais partager, que tout le monde ne regarde pas forcément. Voilà, faire un petit peu découvrir quelque chose aux gens qui nous regardent. La colle, bah, j'ai pas spécialement d'alpha. Naturellement, bon, bah, la conférence qui arrive, voilà, le média qui essaie de prendre en galon aussi. Mais non, pas nécessairement d'alpha, à part qu'il faut préparer l'avenir, aussi bien pour le média que pour le portfolio. Donc là, c'est le moment où il faut profiter du fait que tout est calme pour se poser, lire et comprendre l'avenir qui va se tracer parce que franchement, faut le dire quand même, 2017, on s'en est pas trop mal sorti. 2021, on s'en est très bien sorti parce on a anticipé. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut anticiper parce que tout le monde se barre, oui et non. Tu vois, il reste un petit pourcentage. Et c'est nous qui allons make it, j'espère. Voilà. Merci beaucoup Ben, en tout cas, Léo. merci. Juste, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui ne te connaissaient pas avant? Je suppose Yes. qu'il y en a peu, mais ça existe. Bah, dans la description pour ceux qui écoutent la rediff, hein. Sinon, moi, c'est toujours Capet ou Capet le vrai. Donc, si vous tapez Capet sur YouTube, vous tapez Capet sur Twitch ou vous tapez Capet sur Twitter, normalement, vous devez me trouver. Et sinon, en entier, c'est Capet le vrai. Pourquoi Capet le vrai? C'est une longue histoire. Il y en aurait pour 2 heures d'interview en plus. Non, je rigole. Voilà. Bah écoute, merci à toi. Je vais mettre la rediffusion directement pour les gens qui sont en live. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle interview. OMG, Asher qui arrive en interview la prochaine fois. Tchuss.